Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. Toujours un plaisir de vous y retrouver. Je vais commencer par vous lire des commentaires. Entre autres, un de Francine qui parle de l'épisode avec Pascal Renaud-Hébert. Elle dit « Quelle belle entrevue, quelle belle jeune femme, rafraîchissante, mature, drôle, intelligente et tellement talentueuse. Je souhaite qu'elle fasse partie de notre univers culturel pour longtemps. J'aime entendre parler et réfléchir d'autres générations que la mienne. C'est enrichissant. Encore un 100% pour cette belle entrevue. » Ben merci, Francine. Effectivement, Pascal Renaud-Hébert, je pense qu'elle sera pour longtemps derrière les écrans parce qu'elle réalise, elle écrit et aussi devant parce qu'elle joue. Une jeune femme qui s'est arrêtée, qui a pris un recul sur la vie, qui a pris le temps de réfléchir. Ben merci. Puis si ça rapproche les générations, ben tant mieux. Hein? L'âge, on parle toujours de l'âge, mais ce qu'il faut, c'est s'entendre et se comprendre, peu importe l'âge qu'on a. Micheline nous parle de l'épisode avec Ingrid Saint-Pierre. Elle dit « Oh my God! Quel être extraordinaire, cette belle Ingrid! Elle m'a tellement touchée avec l'histoire de sa chanson « Les amoureux scaphandres ». En passant, Micheline, vous n'êtes pas la seule. Il y en a plusieurs qui nous ont parlé de cette chanson-là. Puis je pense que quand on va l'entendre et qu'on se souvient de ce qu'elle a dit ici à la table, c'est sûr qu'on n'entend plus les paroles de la même façon. C'est vraiment une femme de cœur authentique, généreuse, douce, sympathique et j'en passe. Encore une belle rencontre touchante. Merci Marie-Claude pour ces beaux moments. Mais j'ai envie de dire merci à toute l'équipe, merci à tout le monde. Merci à vous. Hein, parce que s'il y avait personne qui nous regardait ou qui nous écoutait, il y en aurait plus d'Ouvre ton jeu. Il y en a grâce à vous. Il y en a grâce à nos partenaires. Marie Club Espace Mieux-être, c'est la plateforme qui regroupe maintenant vraiment plusieurs femmes, quelques hommes, mais vraiment plusieurs femmes. Et on est là pour s'entraider, pour outiller. Il y a plusieurs experts, autant des psychologues, des médecins, des spécialistes en finance, spécialistes comme Nicole Bordelot qui vient nous parler de méditation, de reprendre son pouvoir. On parle de parentalité parce que maintenant, Vanessa Pilon, je m'allais dire Vanessa Paradis. Non. Vanessa Pilon a fait son entrée au Marie Club parce qu'elle vient nous parler de parentalité. Je pense que les jeunes parents ont besoin d'être outillés, d'entendre parler aussi des experts sur différents sujets pour les aider à vivre leur quotidien avec leur enfant. Donc, si ça vous intéresse, ayez la curiosité de vous rendre sur le marieclaude.com. Vous allez pouvoir voir tout ce que contient le Marie Club. Et si ça vous intéresse, bien, à l'abonnement annuel, on vous offre un code promo qui va vous donner 10% de rabais sur l'abonnement annuel et c'est le Club 10. Ensuite de ça, notre grande et belle Karine Jonca qui a plus de 1000 points de vente à travers le Québec avec ses produits. Elle vous offre 15% de rabais sur tous vos achats en ligne et le code promo est Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie aussi vous offre 15% de rabais sur tous vos achats en ligne et le code promo est Rose 15. Et je vous rappelle que Optoréseau, un de nos partenaires, a 86 cliniques à travers le Québec. Donc, on le voit, le logo, c'est des franchisés, mais on voit très bien le logo Optoréseau pour examen de la vue. On voit aussi, on a des belles montures pour les montures. Alors, vous pouvez vous rendre dans le plus près de chez vous. Évidemment, sans mon équipe, sans les partenaires, sans vous, ce ne serait pas possible. Donc, à la coordination, Caroline Dionne, à la mise en ligne, David Bourgeois, à la création numérique, Jonathan Fréchette, captation, Maëlle Devin, réseaux sociaux, Jérémy Boucher. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui, c'est spécial parce que c'est un épisode hors série. Il y a quelques mois, je reçois un texto de Brian Audet, que vous connaissez, qui m'écrit « Écoute, est-ce que je peux donner tes coordonnées à un de mes amis? Il aimerait ça te parler. » Ben, je dis oui. Alors, son ami Eric m'écrit et il me dit « Bonjour, je suis le conjoint de Caroline Côté. Tu l'as rencontrée en direct de l'univers. C'est une choriste. Puis bon, elle écoute le podcast et tout ça. Et on lui fait on célèbre son anniversaire et on aimerait ça que tu lui envoies un petit mot, si c'est possible. » Et là, ben, il me parle d'elle et je sais qu'elle vient de sortir d'une période plus difficile et tout ça. Je dis, écoute, qu'est-ce que tu dirais si on lui offrait un « ouvre ton jeu » ?
qu'elle vienne s'asseoir avec moi. Et si elle aime autant Ouvre ton jeu, puis tu viens de me raconter ce bout-là de vie, et bon, et finalement, je la connais aussi, je l'ai croisée à quelques reprises, puis elle est vraiment très sympathique. Et elle a dit oui. Donc aujourd'hui, c'est une édition spéciale et on sera en compagnie de Caroline Côté que je vais découvrir en même temps que vous. Alors, place à Caroline. Il y a quand même un côté de moi qui comprend la raison pour laquelle les gens font des enfants. Puis ça a été vraiment un combat intérieur de plusieurs années de grosses discussions parce que c'est quand même d'aller en l'encontre un peu de ce que je suis. Je suis tellement quelqu'un qui aime aider les autres, être là pour les autres, donner de l'amour, que de ne pas être mère, pour moi, je le vois vraiment comme un très grand échec d'accomplissement de vie, de mission de vie. C'est vraiment très gros là, pour moi quand même, cette décision. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, aujourd'hui, on a une édition hors série avec Caroline Côté. Bonjour, Caroline. Bonjour, Marie-Claude. Caroline, si jamais il y en a qui ne te connaissent pas, tantôt, je l'ai dit dans l'introduction que j'ai expliqué pourquoi tu es là aujourd'hui, comment c'est arrivé et qu'on te connaît aussi comme choriste en direct de l'univers. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait environ 13 ans que je suis choriste à l'émission en tant que telle, oui. Puis c'est quoi vivre ça, être choriste? Parce que, tu sais, quand on regarde l'émission Caroline, on vit des moments, on braille dans nos divans. Tu sais, il y a des moments de vie qui se passent. Là, il y a des gens qui vivent des choses incroyables. Puis vous autres, vous êtes aux premières loges de ça, samedi après samedi. Tu sais. Ben, en fait, ce que tu viens de dire, c'est que vous pleurez dans votre salon. Ben, nous, on pleure en répétition et des fois même en direct. Parce que des fois, en répétition, on a vraiment le contexte, en fait, de pourquoi cette chanson-là a été choisie pour l'artiste. Donc ça nous touche vraiment beaucoup. Ou parfois, c'est le contraire, c'est qu'on n'est pas au courant. Et là, c'est à l'émission qu'on en sait davantage et que là, on pogne quelque chose. Puis c'est sûr qu'en tant que choriste, je me dois toujours de regarder le public, de pas trop regarder les caméras. Mais ce que je préfère faire, c'est vraiment de regarder l'artiste, sa réaction. Fait qu'il faut pas que je perde le focus et tout ça. Mais c'est vraiment un privilège extraordinaire de faire partie de cette grande famille-là. Oui, parce que c'est une famille, la gang. Vraiment. Oui, je l'appelle ma famille du samedi soir. Ah oui, je comprends. Parce que quand on y va comme invité, on sent tellement qu'on est soutenu, accueilli. C'est magnifique d'être là sur ce plateau-là. Là. En fait, c'est que France, c'est une capitaine extraordinaire. Puis je pense qu'elle a su choisir une équipe à son image, qui va mettre toujours l'autre de l'avant, qui va être généreux, qui va faire en sorte de faire passer un moment inoubliable à cette personne-là. Donc, on est vraiment tous dans la même pensée. C'est tout ça notre objectif, d'être dans le moment présent puis que cette personne-là, elle soit honorée pour sa vie, pour son parcours musical et ce qu'elle vit, les gens qui l'entourent vraiment. Alors là, quand tu as eu la surprise de participer à Ouvre ton jeu, comment tu as réagi à ça? Ben là, ça a été le clou, en fait. Ça a été, voyons donc, parce que là, je venais, comme tu l'expliquais, de recevoir mon en direct de l'univers privé. Et ça, je sais pas si en fait... Mais non, j'ai pas donné de détails sur ce volet-là. Ah, OK, d'accord. Donc, j'ai eu, en fait, une surprise sur le plateau. Mon conjoint qui s'est arrangé avec la gang d'en direct de l'univers à la veille de mes 40 ans pour pouvoir m'accorder cette chance-là d'avoir mon propre en direct de l'univers entouré de ma famille, de mes meilleurs amis, de quelques membres de ma famille également en vidéo, quoi que ce soit. Et j'ai aussi eu la grande demande en mariage cette soirée-là. Donc, toi, tu arrivais à la toute fin, justement. Donc là, pour moi, c'était beaucoup trop d'attention, beaucoup trop d'émotions et d'avoir ce privilège de pouvoir faire ce podcast-là avec toi, un podcast que j'écoute depuis le tout début, qui me touche énormément. C'est vraiment, comme plusieurs le disent, une thérapie d'entendre un peu comment les gens, dans le fond, les gens s'expriment, ils apprennent sur eux-mêmes. Des fois, en te parlant, ça fait sortir des choses de leur personnalité, de leur vécu. Et nous, on apprend de ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire.
Et là, ben, tu vas en apprendre aux autres. Oui. Tu vois, c'est le rôle inversé. Tu vas te raconter et les gens vont t'écouter puis ils vont. C'est fou parce que souvent les gens vont dire ah telle personne, j'étais pas sûre de l'écouter et finalement je l'ai écouté et j'ai appris quelque chose et je la verrai plus pareil. Exactement. C'est ce que ça fait. Donc là, quand on va te voir à la télé, on va encore plus te connaître, Caroline. Exact, c'est vrai. Alors, tu es prête à ouvrir ton jeu? Je suis prête. Bon, donc tu connais le jeu, mais je vais quand même le présenter. Les questions vertes, ce sont des questions d'ordre général. Les questions, quand je n'ai pas pris, c'est bon. Les questions jaunes sont d'ordre plus spécifique. Les questions rouges sont d'ordre plus personnel. Maintenant, il y a une question qui est la question pour Patreon, la question Spa Eastman. On a le niveau Eros. Oui. On a la question Opto-Réseau qui finit tout en douceur, notre Ouvre ton jeu. Et le Joker, dont tu peux te servir n'importe quand. Et je vais passer à une autre question. Ça, je pense pas l'utiliser. Parce que je suis quelqu'un d'assez ouverte et j'adore répondre à des questions. Vraiment, dans la vie, c'est une de mes passions, répondre. Tu sais, je suis animatrice aussi dans la vie. J'adore poser des questions, m'intéresser aux autres, mais répondre aussi à des questions comme ça. Quand j'étais jeune, le Fille d'aujourd'hui, je l'achetais notamment pour les psychotests. Là. Tu sais, quel genre d'amoureuse es-tu? Quel genre de... n'importe quoi. Oui, là, puis des fois, tu répondais, puis tu sais, t'additionnais comme des exactement. points, puis ça te donnait ton profil. Exactement. Là. Ça, c'est une passion pour ça. Donc, répondre à des sondages, des questions, j'adore ça. Donc, ce que je fais avec toi en ce moment, c'est vraiment un cadeau. Ah, ben tant mieux, parce que c'est ce qu'on va faire. Alors, niveau vert, tu peux les brasser sur la table. Parfait. Tu vas m'en donner, t'en choisis 5, en fait. OK. De ces 5, je vais te les lire quand tu vas les choisir. Parfait. Et voilà. Bon, là, je vais te les lire. Tu vas en choisir une. Et après ça, je vais en choisir une. Parfait. Merci. Alors, quelle importance accordes-tu au regard des autres? On va tasser ça. Qu'est-ce qui te rend vulnérable? À quel endroit te sens-tu en pleine possession de tes moyens? Quel est ton pire défaut? Puis comment réagis-tu à l'autorité? OK. T'en choisis une. Oui, je pense que je vais aller avec mon pire défaut. Oui, et c'est lequel? Ouais. En fait, je pense que c'est mon manque de confiance en la vie, ma peur, de toujours voir comme si elle allait avoir quelque chose qui allait se passer de négatif. Donc, je suis toujours dans l'hypervigilance. Ouais. Ça vient d'où, tu penses, ça? C'est une très bonne question. En fait, mon père est quelqu'un de très anxieux. Donc, mais je pense pas que mon père nécessairement appréhende tout d'un coup qu'il arrive telle chose. Donc, ça, je sais pas d'où ça vient. Tu fais des scénarios? Je me fais des scénarios, ouais. Et tes scénarios, c'est pas ce qu'il y a de plus positif, là? Non, c'est jamais. Tu sais, comme moi, dans la vie, le verre est toujours à moitié vide et non pas à moitié plein. J'ai une tendance plus négative que positive parce que je vais toujours voir le danger en premier. Versus de rester positive et de me dire que ça va être correct. T'sais. Comme par exemple, la demande en mariage, c'est sûr que j'ai quand même eu une pensée de me dire hey, j'espère que je vais être correct cette journée-là. Tout d'un coup que je tombe malade, tout d'un coup qu'il arrive quelque chose, ou j'ai entendu dire que j'ai une amie, son père a eu un malaise cardiaque cette journée-là. Fait que cette journée-là est tellement importante, il faudrait pas qu'il arrive quelque chose. T'sais. Fait que... Ça, tu t'es pas dit comment ça va se dérouler, ça va être... C'est pas ça qui te vient en premier. C'est la peur que ça n'ait pas lieu. Dans ta tête, là, quand... Ouais, dans l'ordre des choses. Dans l'ordre des choses, ouais, c'est ça. C'est cette peur. Parce que c'est tellement un grand événement que tu as peur que ça arrive pas. Non, je pense que je me projette et je vois que ça va se passer, mais j'ai peur qu'il y ait quelque chose dans cette journée-là qui fasse en sorte que ce soit peut-être pas parfait. En fait, je suis consciente que ça sera pas parfait. Il y aurait jamais rien de parfait dans la vie. Puis, il faut que je travaille là-dessus. Est-ce que tu te protèges en faisant ça, Caroline? De me protéger? Ben, du pire. Tu sais, en prévoyant le pire, c'est comme il ne pourra pas arriver rien de pire. Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Ça, je l'avais jamais vu comme ça. C'est vrai. De ne pas avoir d'attente ou de me dire, de peut-être voir des choses qui pourraient se passer pour ne pas être déçu. Ou là, on parle du mariage en tant que tel, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Oui. Là,
dans la vie, là. Tu sais, notamment pour venir au podcast ici. Tu sais, je suis dans mes règles actuellement. Donc, j'avais comme peur que ça tombe dans ma journée où ce que j'allais pas me sentir bien. Fait que là, j'arrêtais pas de penser à ça. Puis finalement, c'était hier ma mauvaise journée. Fait que là, j'étais comme merci, tu sais. Mais si ça avait arrivé que ça aurait été cette journée-ci, là, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, je suis pas pour annuler Marie-Claude, ça n'a pas de bon sens, mais en même temps, je serais pas en mesure d'être capable physiquement de le faire, tu sais. Ou je peux prendre un autre exemple aussi, tu sais, comme si mon conjoint, mettons, on a un spectacle ou quoi que ce soit, parce qu'il est dans le domaine artistique également, puis il veut manger des sushis, ben je vais dire, ben c'est peut-être pas une bonne idée, parce que si jamais les sushis sont pas frais, tu pourrais être malade, puis tu pourrais ne pas faire le spectacle. Fait que, tu sais, même moi, là, sur En direct de l'univers, quand il y a du poulet, des fois, je me dis, peut-être je prendrais pas le poulet si jamais il n'est pas assez cuit puis que je fais une indigestion, une intolérance, je pourrais pas faire le show, tu sais. Fait que j'accorde beaucoup d'importance à ne pas manquer des choses à cause que je pourrais tomber malade ou qu'il pourrait arriver quelque chose. Comme là, je me suis bourrée de suppléments dans les derniers mois, notamment parce que j'avais un gros contrat de narration pour Desjardins. Donc là, j'ai besoin de ma voix. Puis par les années passées, il y avait eu des moments où j'avais été malade. Puis j'ai vu que j'ai des deadlines à respecter. J'avais tellement peur de tomber malade. Mais là, cette année, tout a bien été. J'ai pris des suppléments, puis j'ai pas été malade du tout, sauf récemment. Mais mes contrats se terminaient, puis ça a été comme un petit rhume qui a très bien passé. Fait que je pense que je suis toujours dans l'hyper-vigilance de cette peur-là de tomber malade et tout ça, ouais. Et quand tu es malade, comment tu vis ça? Bien, le pire, c'est que quand je suis dedans, je suis dans le fait accompli. Je trouve que c'est pire ce que j'ai pensé qu'il allait se passer que quand je suis dedans. C'est l'anticipation. Exactement. C'est pas croyable. Mais c'est vraiment plus dans ces contextes-là. C'est pas dans tous les aspects de ma vie nécessairement, mais c'est dans des contextes où j'ai des moments importants, des choses importantes. Puis je pense que j'ai tellement peur de manquer de ce moment-là important que j'ai peur qu'il arrive quelque chose pour peut-être ne pas me laisser cette chance-là de le vivre pleinement. Mais tu sais, l'hypervigilance, c'est exigeant. Oui. C'est exigeant sur le sommeil, des fois. C'est exigeant pour les autres aussi. Ouais. Est-ce que ça, tu le ressens, des fois, cette exigence-là? Par exemple, est-ce que tu dors bien? Est-ce que des fois, ton entourage te dit « OK, c'est beau, là, Caro, là, c'est beau, là, tu sais? » Ça va, les gens me connaissent comme ça. Mais en même temps, t'es comme une petite maman. Oui, parce que ça veut dire que tu prends soin aussi des vraiment, autres. Énormément. Je suis toujours en train de m'assurer que tout le monde est bien autour de moi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, vraiment, totalement. Donc, ça, c'est ton pire défaut. Oui, je pense que c'est sûr que j'en ai d'autres aussi, mais quand je pense vraiment à ce qui peut plus me nuire dans ma vie et ce sur quoi j'ai encore à travailler, que je pourrais aller faire une thérapie là-dessus, ça serait vraiment par rapport à ça. As-tu comme refusé des choses ou dit non à des choses dans ta vie parce que tu as eu peur? Parce que ton hypervigilance a pris le dessus? Je dirais que oui, dans mon domaine, en tant qu'animatrice, il y a des choses que je refuse encore de faire par manque de confiance. Mais je suis une personne qui a une très grande confiance en soi, mais je vais donner un exemple. Tu sais, moi, animer un panel, c'est quelque chose qui me fait vraiment plus peur parce que j'ai peur vraiment de ne pas être à la hauteur à cause du sujet qui sera abordé. Parce que si, mettons, je parle à des dirigeants d'entreprise dans des domaines vraiment, je sais pas moi, des trucs très pointus dans des domaines que je connais vraiment pas, quand même que j'étudie là-dessus et que je m'attarde au sujet et tout, j'ai comme peur quand même de pas être à la hauteur puis de pas être capable de rebondir sur qu'est-ce que les gens pourraient dire puis d'avoir l'air un peu niaiseuse, de pas maîtriser le sujet. Puis qu'après ça, à un moment donné, je sois comme bloquée devant des gens parce que je me trouve devant des gens de grande importance puis avec des sujets que je maîtrise pas tant. Donc ça, je m'empêche de le faire. Tu vas éviter de le faire. Oui, je vais éviter carrément de le faire. Je suis pas quelqu'un dans la vie qui se met à risque. Il y a des gens que c'est leur moteur de se mettre à risque, mais moi, dans la vie, je ne prends pas de risque. Et je sais que des fois, ça pourrait quand même me permettre de vivre des choses extraordinaires, mais je ne vais pas dans cette zone-là. Juste pour qu'on comprenne bien, parce que là, tu as dit, bon, je suis animatrice, tu as dit que tu fais de la narration, tu es choriste, donc... Oui, tout ça. Oui, tu es tout ça en même temps. Donc, tu as étudié dans quel domaine? Donc, moi, j'ai au départ étudié en théâtre. Donc, j'ai eu un prix universitaire en théâtre. J'ai débuté une formation en théâtre musical. Et à un moment donné, il y a eu la grève étudiante. Les étudiants qui revendiquaient justement le coût des frais de scolarité et tout ça. Puis après ça, je me dis, je peux pas faire ma vie si j'ai juste un prix universitaire en théâtre et une technique en théâtre musical. Ça va m'amener où tout ça? Fait que je suis allée faire un bac en communication à l'Université de Sherbrooke.
Et de là a découlé le fait d'avoir cette certification-là, donc ce diplôme-là. Et par la suite, ça m'a amené justement à pouvoir appliquer pour être à Météo Média. Donc, j'ai fait de la télévision à Météo Média, j'ai fait de la télé communautaire, de la radio également à M105, la radio à Green Bay. Puis, il y a eu un moment où j'ai voulu être plus près des gens parce que j'étais derrière un micro, mais dans un studio où il n'y avait pas de public. Et ayant voulu être comédienne, aimant chanter aussi, il y avait quelque chose dans le fait d'animer qui était quelque chose de totalement naturel. Et aussi, quand j'étais jeune aussi, ben, je faisais des annonces de shampoing dans mon bain. J'aimais ça être représentante de classe, j'aimais ça faire les messages dans l'intercom au secrétariat. Fait qu'on dirait que quand je repense à ce que j'étais jeune, on dirait que c'est juste naturel aujourd'hui que je chante, que j'anime, que je fasse de la narration. On dirait que j'étais destinée pour faire ça, puis c'était comme une évidence. Fait que tu fais beaucoup de choses en même temps. Je fais beaucoup de choses en même temps. Je suis vraiment. travailleur autonome, exactement, oui. Ah ben ouais, puis ton chum aussi fait de la comédie musicale. Oui, mon chum a sa compagnie de production de spectacles jeunesse, un spectacle dans lequel il fait partie, et il est également comédien-chanteur, donc il fait des comédies musicales, des projets musicaux, exactement, depuis de nombreuses années, depuis que je suis avec lui. Ça bouge chez vous. Ça bouge, ah oui, ça roule. La question que je vais te poser, ça va être... j'ai envie de te demander ça. Attends, celle-là, c'était... ce serait quelle importance accordes-tu au regard des autres? En fait, pour vrai, comme je l'ai dit précédemment, j'ai quand même une grande confiance en moi. Donc, j'accorde pas tant d'importance à ce qu'on pense de moi, et de moins en moins. Je trouve que c'est vraiment... Pourtant, j'étais pas comme ça quand j'étais jeune, je pense. Puis je sais pas pourquoi, à un moment donné, ça a comme débloqué. Je pense que la journée, peut-être que j'étais sur mon X, puis que je me suis dit que j'avais confiance en moi, que j'avais un certain talent dans ce que je faisais, puis qu'on le reconnaissait et que j'étais juste bien. Puis je pense que c'est ça que ça amène de vieillir, tu sais, comme là, je viens d'entrer dans la quarantaine, puis je pense que j'ai jamais été aussi bien de toute ma vie en ce moment. Donc, je pense que la quarantaine amène le fait qu'on se dit qu'on n'a plus de temps à perdre avec des gens qui en valent pas la peine. On sait qui on est. On a travaillé sur nous à travers les années. Donc là, je sais qui je suis. Je sais sur quoi j'ai à travailler, mais en même temps, je m'accepte telle que je suis. Les gens autour de moi m'acceptent comme je suis. Je pense que je suis une bonne personne aussi. Puis... Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Non, pas nécessairement. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de très, très sensible. Donc, dès qu'on me faisait un commentaire, que ce soit sur mon apparence, j'ai pas été victime d'intimidation, mais quand même, si on faisait un commentaire sur mon apparence, si j'étais pas la meilleure, que j'avais pas la meilleure note ou des choses comme ça, je pleurais, j'étais très renfermée. Si quelqu'un faisait un commentaire, je pleurais tout de suite. J'étais pas capable de me défendre en tant que telle. Puis aujourd'hui, en fait, ça arrive pas vraiment que j'ai des commentaires négatifs, malgré qu'on m'a déjà fait mention que dans mon rôle en direct de l'univers, je suis quelqu'un quand même de très expressive, qui a beaucoup de plaisir dans mon travail. Et je sais que pour certaines personnes, ça tape sur les nerfs parce que je suis comme trop heureuse, trop joyeuse, je souris trop, je bouge trop. Il y a déjà un auditeur qui nous a traité de zouf parce qu'il trouvait qu'on était too much et tout. Mais ça m'atteint pas parce qu'en fait, c'est ce que je suis. Puis c'est ton essence. Oui, puis je me dis qu'il y a des gens qui vont m'aimer comme ça. Donc, tu sais, je pense que je pars dans le principe que 50% des gens qui vont m'aimer, puis 50% des gens qui m'aimeront pas, puis qu'on peut pas plaire à tout le monde. Donc... C'est important ce que tu viens de dire, parce que d'être atteint dans notre essence, puis je vais te donner un exemple, les gens vont sûrement comprendre. Tu sais, moi, j'ai écouté Star Academy cette année, ça fait quelques temps que c'est terminé, puis... Camille, qui était une des académiciennes, sa spécialité, c'était, comme toi, c'était la comédie musicale, entre autres. Et la semaine de la comédie musicale, elle se donne, là, ils font ils vont faire une audition là, devant le corps professoral, là. Puis, écoute, elle est dans son personnage, elle est heureuse, mais finalement, elle est mise en danger. Et c'est Garou, le directeur de l'académie, qui la reçoit, puis lui dit, pourquoi elle est mise en danger? Puis, ce qu'il lui disait comme directeur de l'académie, c'est qu'elle était trop, que c'était trop, que c'était intense, que c'était, tu sais, qu'il fallait qu'elle sache comme moduler cette intensité-là, qui est pas facile, tu sais, quand t'es jeune. Ouais, tu sais, c'est comme, c'est ça, puis elle pleurait, puis tu sais, elle disait, mais c'est ça que je suis, c'est mon essence, puis j'ai écrit un papier là-dessus dans mon infolette qui s'appelle Au fil de mes pensées, parce que moi, ça m'a rappelé quelque chose de me faire dire ça quand j'étais jeune. T'es trop, tu parles trop fort, mais tu sais, quand tu te fais dire ça, tu sais, je me disais, quand Garou disait ça, je pense que
il réalisait pas à quel point, quand la personne, elle est fondamentalement comme ça, tu sais pas quoi faire avec ces commentaires-là. Mais je pense qu'il y a quand même une nuance à apporter du fait que Garou, le commentaire qu'il lui a dit, je pense que c'était pour l'aider à peut-être plus ancrer un personnage. Parce que quand tu fais une comédie musicale, t'es un personnage. Fait que je comprends qu'elle l'ait pris personnel, mais je pense que dans la vie, quand on est dans le... Quand on est interprète et tout, il faut quand même apprendre à doser. Quand j'ai commencé à faire de la radio, Marc-Claude, je parlais très vite. Je parlais vraiment au perché. Donc, en m'écoutant par la suite, moi, je m'enregistrais, même mon chum, il m'enregistrait. Il se levait le matin. T'as amélioré, là. Je me suis améliorée parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que je parlais beaucoup trop vite. Donc, dans le fond, c'était vraiment formateur de me réécouter et d'avoir un recul. Fait que dans le fond, je pense que ce qu'il voulait lui dire, c'est de ne pas être trop, d'être un petit peu plus peut-être ancré dans son personnage. Mais par contre, à l'âge qu'elle a, et je peux comprendre aussi que tu l'as perçu comme ça. Puis en même temps, Garou est pas là pour nous expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire. Je pense pas que Garou le disait comme dans un. Je pense que comme moi, je m'étais déjà fait dire ça. Ouais. C'est difficile des fois de se faire dire quelque chose par rapport à de quoi qu'on est profondément. Ouais, tu sais, faut qu'on soit guidé pour qu'on soit guidé pour dire comment moduler, comment rester la même personne, mais en ayant plus de nuances. Exact. Et ça, c'est vrai que c'est pas si facile. Des fois, c'est le temps des situations parce que j'aimerais ça lui parler maintenant, Camille, une fois qu'elle a entendu ça, qu'est-ce que le chemin, probablement que ça l'amène vers des nuances, mais il reste que quand on vous dit ça comme justement comme choriste, ouais. C'est bien de dire ben écoute, ça nous appartient pas, c'est ce que vous pensez. Nous, on est ça. Ouais. Et on n'est pas toujours assez fort dans la vie pour être capable de dire ça. Et en fait, il y a un contexte aussi en direct de l'univers. Quand la caméra est sur nous, on se donne et tout, parce que la caméra, des fois, elle est sur l'artiste principal où il y a un numéro qui a plusieurs personnes. Mais dans la vie de tous les jours, sur une scène où il y aurait vraiment un artiste principal et seulement que nous, on va pas être, comme on dit, too much à vouloir avoir l'attention. Nous, on le fait pour le show en tant que tel. Puis, tu sais, si je reviens, mettons, à moi, ben, je me suis quand même déjà fait dire qu'il y a des contextes dans lesquels je parle un petit peu trop fort. Donc, c'est aussi d'être capable de s'adapter aussi. Tu sais, si je suis avec les grands-parents de mon conjoint puis que je me mets à parler très fort, je peux comprendre qu'eux autres sont plus dans un mode relax. Tu sais, les personnes âgées, souvent, parlent plus lentement, sont plus... Fait que j'ai quand même appris à peut-être m'adapter à mon environnement. Mais quand je suis animatrice, je suis moi-même, mais quand même, je m'adapte au public. Tu sais, si on me dit que ce sont tous des hommes de 50 ans et plus, puis que c'est des gars de la construction, puis que je peux y aller, puis les petites jokes, ben je vais m'adapter à ça. Mais si je suis dans un autre contexte, puis je suis dans une soirée bénéfice pour les femmes violentées, je vais avoir un ton plus posé. Donc, je vais vraiment m'adapter. Mais reste quand même que dans la vie de tous les jours, en gardant quand même cette vigilance-là de respecter tout le monde dans le contexte que je suis, je vais quand même rester moi-même. Puis, je pense que dans mes plus belles qualités, c'est d'être justement cette fille-là qui est tout le temps heureuse, qui est tout le temps joyeuse, qui est souriante. Et pour d'autres, ça peut devenir le pire des défauts que j'ai parce que eux, ça leur tape sur les nerfs. Parce que toi, naturellement, t'es comme ça. Toujours. Moi, je me lève le matin, je suis de bonne humeur, je vois quelqu'un, allô, puis il y a des gens qui trouvent ça too much, comme si j'étais fake. Mais je suis vraiment comme ça. Et ça, c'est dur à prouver. Oui. C'est d'être vrai. Tu sais, je veux dire. Je suis vraie. Moi, s'il y a bien quelqu'un de vrai, le vrai est toujours dur à prouver, on dirait. Tu sais, pourquoi qu'on aurait à prouver le vrai? Ouais. Mais il y a des gens qui ont déjà douté. Mais après ça, quand je regardais puis que je prenais un pas de recul, je me rendais compte que c'était peut-être des gens qui étaient tout le contraire de moi. Ou des fois, on le sait, hein, quand des gens vont dire quelque chose contre toi, Marie-Claude, souvent, c'est que ça cache quelque chose de sous-jacent. C'est une jalousie. Peut-être que tu reflètes quelqu'un qui connaissent, qui aime pas. Fait que c'est pour ça que je me détache de ça. Donc, le regard des autres, pour vrai, j'ai pas de difficulté à retasser ça. Puis, est-ce que tu penses le fait d'être en couple depuis longtemps avec quelqu'un que tu aimes, en qui tu as confiance, qui t'a demandé en mariage il n'y a pas longtemps, est-ce que ça aide aussi à changer la perception du regard des autres? Ben en fait, c'est comme s'il n'y avait pas grand-chose de plus... L'importance que j'accorderais aux autres choses est moindre. Parce que moi, je suis fille unique. J'ai 2 parents extrêmement aimants qui m'admirent, qui m'encouragent, qui ont toujours été là pour moi. Donc, j'ai toujours eu énormément d'amour. Et de la part de mon conjoint, j'ai jamais eu aucune parcelle de doute
qui voulait me laisser ou qui m'aimait plus, même dans les moments les plus difficiles qu'on a pu parcourir, parce que tout couple a eu des moments de difficulté. On parle de 22 ans de couple, c'est sûr qu'il y en a eu des choses. J'ai jamais douté. Fait que, puis j'ai des amitiés sincères et profondes depuis de nombreuses années. Moi, je suis quelqu'un de loyal. Puis quand t'es mon ami, je vais te garder jusqu'à la fin de ma vie. Puis j'ai vraiment des gens que je peux compter sur les doigts de ma main qui sont des amis, que ce soit mes amis d'enfance depuis que j'ai 3 ans ou des amis d'adolescence ou des amis de cégep. J'ai des amitiés de plus de 10, 20, 30 ans. Donc, et je me sens aimée pour ce que je suis avec ces gens-là. C'est que ça, tes bases sont solides. Ah, mes bases sont très solides. Puis tu me fais rendre compte de ça, Marc-Claude. C'est fois en te parlant, on se rend compte de la chance que... En fait, je me rends compte de la chance que j'ai d'être si bien entourée et de pouvoir faire aussi ce que j'aime le plus au monde. T'es bien entourée et t'es loyale. Vraiment. Ah oui. C'est vraiment important pour moi. Ben oui. Puis tu sais, la durée, ça fait que c'est des gens qui t'ont vu à travers toutes sortes de moments, qui te connaissent et que tu connais aussi. Oui. Tu sais, c'est que des fois, les mots sont moins nécessaires. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'en même temps, j'ai l'impression que quand je vois ces gens-là, je vais parler de mes amitiés, tu sais, mon chum m'a vu dans les moins beaux moments. Il m'a vu dans les moments peut-être où j'étais pas toujours la Caroline que les gens connaissent, la Caroline gentille. J'ai parfois peut-être été... Pas peut-être, j'ai déjà été méchante dans mes propos. Je pense qu'on a tous déjà été comme ça avec notre conjoint et tout ça, ou avec nos parents. C'est des gens qui nous connaissent tellement que malheureusement, des fois, ils voient le mauvais côté de nous. Mais on dirait qu'en amitié, j'ai jamais pu montrer vraiment ce côté-là de moi. Comme si ça avait jamais été nécessaire ou que j'ai jamais eu besoin d'aller jusque dans cette phase-là. Fait que des fois, les gens parlent de moi vraiment avec juste du beau, mais je suis quand même assez humble pour dire que ce qu'ils disent de moi, oui, c'est vrai, tout ce qu'ils disent, mais j'ai une part d'ombre que tu montres quand même pas. une part d'ombre que je montre pas parce que j'ai pas besoin de la montrer. Puis en même temps, je pense que je m'entoure de gens qui font ressortir le meilleur de moi. Donc, si quelqu'un en amitié faisait sortir le moins beau de moi, à l'âge que je suis rendue, je serais capable de tasser cette personne-là de ma vie parce que ça vaudrait pas la peine. Donc, toi qui vois ton verre quand même à moitié vide... Ouais. C'est comme on dirait que ça fait le contraire en ce moment. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est que tu t'organises. C'est comme si un côté de toi qui est conscient de ça, puis un côté de toi qui veut le remplir, le verre. Ouais. C'est comme si tu t'organises. Parce que si tu étais pas bien entourée, j'ai l'impression que ça serait difficile à vivre. Ah, possiblement. Avec ton premier réflexe de voir ce que t'as pas et non ce que t'as. D'être plus négative que positive. Exactement. Ouais, vraiment. C'est là, tu es entouré de gens qui, peut-être que tu t'es même éloigné de ceux qui auraient pu t'amener plus négatif. Oui, effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des gens, effectivement, on dirait qu'avec la pandémie, il y a des gens que j'ai moins vus, puis de façon naturelle parce qu'on ne pouvait pas. Puis il y a des gens que je me suis rendu compte peut-être que étaient plus nuisibles ou qui me grugeaient plus d'énergie négative, des voleurs d'énergie et tout ça, puis que j'avais pas le temps pour ça dans ma vie. En fait, je suis tellement occupée dans la vie avec tout mon tout travail. Ce que tu nous as dit tantôt. Non, c'est ça que moi, je vais accorder du temps pour les gens qui vont m'apporter du bien et tout ça. Est-ce que tes amis, est-ce que t'as pris conscience ou qui essaie de te rendre plus positive? Est-ce que tu as l'impression que sans le nommer, mais qui remplissent ton verre? Non, parce que je suis pas négative avec mes amis. Je suis pas en colère avec mes amis. C'est dans ta tête que c'est envers toi-même? C'est envers moi-même, c'est envers des situations de la vie que je suis en hypervigilance et tout. C'est pas... pour vrai, si tu demanderais à tout le monde qui me connaît... est-ce que Caroline est une fille négative ou colérique ou il dirait jamais non? Est-ce que tu appelles ça de l'anxiété, ce que tu as? Oui, je pense que... Ouais, je pense que ça vient du côté de mon père, du moins. On a les côtés, une grande famille d'anxieux. Puis je pense que j'ai vraiment ça en moi. Oui, parce que ça, c'est à l'intérieur, l'anxiété. Exactement. Je pense que je dois être née comme ça, puis... d'appréhender un peu ce qui pourrait se passer et tout ça, donc... tu sais, je sais pas si tu as lu Pensouillard, le hamster de Serge Marquis, qui est docteur en médecine communautaire, mais c'est parce que Pensouillard, c'est cette petite voix et c'est ce petit hamster qui peut aller vite, vite, vite. Ouais. Et comment on arrive à gérer ces pensées qui partent dans tous les sens et qui prennent de la place. C'est vraiment intéressant parce il y a plusieurs personnes. Puis des fois, l'anxiété, c'est par moment. C'est quand le hamster part,
En tout cas, c'est un livre qui a été traduit en plusieurs langues à travers le monde. Wow, ben je vais m'y mettre. Oui, mais je te le conseille. T'es pas obligé, mais c'est parce que ce que tu décris, c'est ça. Puis c'est tellement intéressant par rapport à l'ego. Tu sais, c'est ces blessures d'ego, des fois, qui vont faire que l'hamster va repartir. Mais c'est fou parce que je me rends plus à faire des crises d'anxiété. J'en ai déjà vécu par le passé, mais je me rends plus là parce que c'est comme s'il y avait deux Carolines en moi. Il y a la petite Caroline que j'ai besoin vraiment de rassurer, puis il y a la Caroline de 40 ans qui fait comme, ben voyons, ça va être correct. Fait que des fois, quand je me couche puis j'ai une petite anxiété de quelque chose, je me dis là, en ce moment, mettons, je vais dire n'importe quoi, il est 22h18, t'es dans ton lit, tu vas pas régler ça en ce moment. Là, tu vas te coucher, puis ça va être correct. Puis, tu sais, parce que faut se ramener au présent. Oui, tu réussis mais exactement. Exactement. Parce qu'il y a des fois, j'ai pas le contrôle sur quelque chose ou, tu sais... Mais c'est toujours le présent qui... Oui. Il y a... Comment qu'elle disait ça? Eleanor Roosevelt, qui était la femme du président Theodore Roosevelt, elle dit, je vais mal le dire, elle dit, le passé... Attends, mon Dieu, là, c'est plate que je m'en souvienne plus. Attends une minute. C'est demain, c'est comme ça dit, le passé, on peut rien y faire, par exemple. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Ah, un présent. Un présent. Tu sais, je trouvais ça tellement beau parce que c'est vrai que... Non, c'est ça. Elle dit, hier, c'était de l'histoire. Demain, c'est un mystère. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Hey, j'ai des frissons, Marc-Claude. C'est magnifique. C'est magnifique, hein, cette phrase-là. Et je trouve que ça nous permet de dire, regarde, hier, c'est fini, puis demain, ça n'existe pas. Puis écoute, il faut absolument que je te dise la phrase que ma mère me le plus répétée dans ma vie, c'est un jour à la fois. Ma mère vit un jour à la fois à tous les jours de sa vie. Elle pense jamais au passé. Elle pense jamais à demain. Ma mère, elle est ancrée. Et ça, c'est vraiment le plus grand héritage qu'elle va pouvoir m'avoir donné parce que elle me le répète souvent, puis elle me dit tout le temps, arrête d'avoir peur. Maman, j'ai peur de, arrête d'avoir peur. Parce qu'elle est dans le présent. Puis est-ce qu'elle a toujours été dans le présent comme toujours. Ça? Ma mère, je sais pas comment qu'elle fait, là, on dirait qu'elle est née comme ça. Elle est vraiment dans le présent. Donc, elle se laisse pas déborder. Non. Par les choses. Par contre, quand même, elle est anxieuse un peu. Quand je vais à quelque part, même si j'ai 40 ans, texte-moi quand t'arrives. Fais attention sur la route. Parce que t'es sa fille. On est toutes pareilles, les parents. Je sais, tu sais. Fait qu'il y a quand même cette part d'anxiété-là qui m'arrive quelque chose. Et je suis beaucoup comme ça depuis tantôt, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer. Toujours, j'ai peur que tout d'un coup, qu'il arrive de quoi, tu sais. Mais fondamentalement, ma mère, elle est... ancrée dans le présent, puis c'est vraiment ça que... C'est un beau modèle. Oui, vraiment, oui. Non, mais ça, être ancré dans le présent, c'est... ça enlève... Moi, c'est le défi de ma vie, vraiment, là, de faire confiance, puis de voir, tu sais, En plus, je suis bien entourée d'humains, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de force en haut de chance et de guide qui m'aide. J'ai vraiment l'impression que je suis née sous une bonne étoile et je suis vraiment chanceuse. Vraiment. Est-ce que tu es prête à passer au niveau jaune, Caroline? Oui, je suis prête. Alors, tu vas m'en donner 4, s'il te plaît. Parfait. Un petit peu, je vais être sûre de toutes les... OK, il y en avait une de cachée ici. Je vais aller avec celle-ci. Celle-ci? Alors, je vais te les lire. T'en choisis une et j'en choisis une après. Parfait. Quel type d'amoureuse es-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Quel fut ton plus beau moment professionnel? Qu'est-ce que l'on te reproche le plus souvent? Tu vas en piger une, toi aussi? Je vais en choisir une après, oui. OK, parfait. J'aurais peut-être le goût de dire qu'est-ce que je n'ai pas reçu de mes parents et qui m'a manqué. Parfait. En fait, c'est pas quelque chose qu'on ne m'a pas donné. C'est peut-être quelque chose qu'on... Ben, en fait, oui, c'est quelque chose qu'on me... C'est pas quelque chose que j'ai manqué, mais c'est quelque chose qu'on m'a peut-être pas donné qui a amené vers des choses. Dans le fond, je vais t'expliquer. On va finir. Non, on va arriver au chemin. Non, mais c'est bon, on va comprendre. C'est que dans le fond, je pense que mes parents, quand j'étais jeune, et peut-être que là, ça passe... Peut-être qu'on va répondre à la précédente question, c'est que ils ont toujours été en hypervigilance envers moi pour me protéger. Donc, je pense que j'ai manqué de liberté. Donc... tu sais, quand j'ai commencé à conduire à vélo, ben dépasse pas le coin de la rue, là.
Tu sais, si tu t'en vas au parc, ben là, tu reviens à telle heure, mais c'est ce qui est normal comme pour tout parent, mais je ressentais vraiment une anxiété du danger. La peur, la peur, mais ouais. oui. Donc, on dirait que tout était danger, tout était, donc, tout ça. Et ça m'amène à raconter justement l'épreuve que j'ai eue dans ma vie, c'est que, dans le fond, ma vie a toujours été comme un chemin parsemé de petites fleurs et de papillons et un long fleuve tranquille. Tu sais, comme une vie avec des parents aimants, ensemble. La semaine, ils travaillaient. La fin de semaine, on allait au chalet. C'est comme plein d'amour, aucune embûche, aucun obstacle et tout ça. Jusqu'au jour où, comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, il y a eu la grève étudiante et que j'ai décidé d'aller à l'université. Et là, je m'en vais à l'université à Sherbrooke. Donc, je me retrouve que je vois plus vraiment beaucoup mon chum parce qu'en plus, j'ai un emploi à temps partiel dans un restaurant pour gagner des sous. Donc, tu déménages. Je déménage à Sherbrooke dans une ville que je connais pas. Je travaille la fin de semaine, donc j'ai quand même des heures que je dois consacrer pour le travail aussi. Je dois me faire des nouveaux amis, ce que j'ai jamais eu à faire parce qu'à Chambly, où ce que j'étais justement, ben lorsqu'on quittait une école, on se suivait tous à l'autre école. Après ça, on allait à l'autre école. Parce que tu n'avais jamais déménagé dans le fond. Jamais, non. Une vie super stable, super tranquille, comme je dis. Zéro épreuve, là, vraiment. Et là, à un moment donné, moi, je me mets à l'épreuve. Je m'en vais à Sherbrooke. Parce qu'en fait, j'aurais voulu aller à Montréal, mais les inscriptions étaient... Il n'y avait pas repoussé les inscriptions à cause de la grève, justement, mais à Sherbrooke, oui. Puis il y avait des stages coopératifs, puis je voyais quand même une belle possibilité de pouvoir avoir des études là-bas. Donc, de me faire des nouveaux amis, d'habiter toute seule en appartement avec une coloc, ce que j'avais jamais vécu. Fait que je l'ai fait pendant 1 an, et à un moment donné, est partie d'une peur vraiment très... anodine. Je suis en route pour m'en aller à Sherbrooke un matin. J'avais un examen. Mon doigt est engourdi. Et là, je me dis, j'ai dit, c'est bizarre, mon doigt de la main gauche est engourdi. Main gauche engourdie, cœur. Oh mon Dieu, mon cœur bat plus vite. Oh mon Dieu, je pense que je suis en train de faire une crise de cœur. Et là, je fais une grosse crise d'angoisse sur le bord de l'autoroute. J'appelle mon chum, je suis en train de mourir. Il dit, ben non, mon amour, t'es en train de me parler, qu'est-ce qu'il y a? J'ai la misère à respirer, j'ai un sentiment de perte de réalité, tout ça. Donc, je paniquais. Puis finalement, après ça, ben j'ai appelé mon père, puis qui s'est envenu en trombe à la maison. Donc, j'ai rebroussé chemin à 30 km/h dans la voie d'Accotement pour m'en retourner à Chambly, justement. Puis mon père m'a pris dans ses bras, puis il me dit, je le sais c'est quoi, parce que moi aussi, j'en ai déjà fait, tu sais. Fait que dans le fond, j'ai fait des crises d'anxiété très longtemps. J'avais peur d'avoir une maladie. J'avais peur qu'il se passe quelque chose. Et j'ai réfléchi à ça. Puis mon chum, il me dit, t'avais jamais rien vécu, mon bel amour. Je pense que c'est pour ça que j'ai réagi de cette façon-là. On appelle ça aussi un trouble d'adaptation. Parce que j'avais tellement été surprotégée. Mes parents ont tellement veillé à ce que tout soit correct autour de moi, qu'il se passe jamais rien. Qui n'était pas prévu. Qui n'était pas prévu. Puis qu'on n'a pas déménagé, mes parents se sont pas séparés. Tu sais, j'ai eu une vie très facile et là, je venais de me mettre à l'épreuve et d'un nouvel environnement, de pas voir beaucoup mes amis, de pas voir beaucoup mes parents, de pas voir beaucoup mon chum. Puis à cet âge-là, justement, là, 17 à 20 quelques ans, là, mettons, j'avais 20 ans, les débuts, là, amoureux, tu veux-tu le voir, ton chum, puis c'est toute ta vie, puis tout ça. Puis là, je manquais de lui et tout, donc ça a été... Donc, sur l'autoroute... Tu étais sur le chemin de l'éloignement. Vraiment. De tout ce qui était stable dans ta vie. Exactement, Marc-Claude. Mon Dieu, j'aime vraiment comment tu l'évoques. C'est exactement ça. Quand je prenais la voiture, je m'éloignais de mon ancrage, de ce que je connaissais. Mais en même temps, c'est pas ça la vie. Comme toi, je le sais que tu as déménagé plein de fois. Tu as dû te refaire des amitiés et tout. Mais ça fait la femme forte que tu es aujourd'hui qui doit être capable plus de s'adapter. Oui, mais en même temps, Caroline, moi, j'étais en suradaptation. Aussi. Puis quand tu es en suradaptation, ben tu t'oublies, tu te définis moins parce que tu es toujours ce que les autres ont besoin. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? Ben comme tu veux. Tu sais, t'es toujours en train... Parce que quand tu déménages, t'as pas le choix. Si t'as une résistance, une rigidité, tu passes pas au travers. T'sais. Exact. Alors, quand tu déménages souvent, tu deviens... Donc, mais tu sais, l'adaptation, c'est un enjeu dans la vie. Oui, vraiment. Comme toi, c'était pas quelque chose... T'étais plus peut-être comme... T'avais comme une rigidité sans le savoir à l'adaptation parce que t'avais pas dû t'adapter. Non. En fait, c'est comme si tes parents adaptaient l'environnement pour que rien t'arrive. Oui, exact.
C'est comme si l'adaptation venait de l'extérieur. Ou peut-être aussi que c'est la chance de la vie d'avoir une vie vraiment facile, dans le sens que mes parents n'ont pas déménagé, ils se sont pas séparés, tout allait tout très bien. Parce que quand tu voyais tes amis, t'en voyais qui vivaient pas comme toi, qui avaient plus de turbulences quand tu étais jeune. On dirait que j'ai pas vraiment côtoyé beaucoup d'amis. Je pense à une amie en particulier qui ses parents étaient séparés puis c'est pas facile nécessairement avec la belle-mère et tout. Mais sinon, dans mon entourage, mes amis étaient pas mal tous avec C'était leurs stable, parents. là. Ouais, exactement. Ouais. Fait que là, je me suis mis à l'épreuve, mais je pense que c'est la plus belle chose qui ne pouvait pas m'arriver. J'avais besoin qu'on casse ça, cette espèce de vie parfaite-là, puis d'être dans la ouate comme ça. Sinon, tu t'enlignais comme ça pour le reste de ta vie? C'est-à-dire que tu disais pas, je vais m'en aller au bout du monde avec un pack-sac, là. Ah, mon Dieu, non. Mais encore aujourd'hui, à cause de toute mon hyper-vigilance, je connais des gens qui m'ont dit, Caro, faudrait que tu le fasses un jour partir tout seul, en voyage. Ça, c'est extraordinaire. Sauf que moi, je suis quand même une fille de partage. J'aime ça, partager des choses avec quelqu'un, que ce soit une amie ou que ce soit mon amoureux. Mais il faudrait que je le fasse pour apprendre davantage sur moi, de me montrer que je suis capable. Mais on dirait que je suis très peureuse avec la société qu'on vit aujourd'hui. J'aurais peur de me faire agresser ailleurs par quelqu'un. Je te parle à cause des hommes, puis pas parce que je suis pas plus belle qu'une autre, je suis une femme. Puis on en parle beaucoup présentement. Ouais. Je trouve ça plate qu'aujourd'hui, j'ai peur d'être une femme peut-être dans des endroits comme moi. Présentement, on est à Montréal, tu sais. Moi, à Montréal, je trippe pas, là. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose sur la rue, mais sur ma petite banlieue de Rive-Sud de Montréal, moi, je me sens en pleine possession. J'ai pas peur du tout. Mais penses-tu, parce que moi, j'ai eu, je dirais, des parents qui ressemblent au tien dans le sens de nommer la peur, là. C'est peur de tomber si tu tombes, peur si tu te fais attaquer, mais... Moi, je me souviens, jeune, là, j'aurais pas dû savoir tous les dangers qui m'attendaient, tu comprends? Mais c'est comme s'il y a moins d'insouciance parce que t'es jeune, puis ça t'annonce qu'il peut y avoir des dangers partout. Mais t'es resté avec ça quand même. Ouais. Parce que, tu sais, tu pourrais pas penser à ça à Montréal non plus. Si tu... Oui, c'est vrai, si j'avais pas été nécessairement élevée... Parce que t'es quand même pas dans un quartier dangereux, tu comprends, il y a des fois, oui, si on sort le soir tard, mais ça veut dire que tu vis quand même avec quelque chose de stressant à l'intérieur. Oui, souvent pour plein de raisons, mais aussi, c'est ça, mes parents, je veux pas mettre ça sur leur faute, c'est sûr. Non, vraiment pas, parce qu'il y a des trucs externes. Je veux dire, la vie d'aujourd'hui, tu sais, j'écoute plus les nouvelles nécessairement parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais je suis quand même au courant de ce qui se passe. Mais il faut quand même en être conscient de ce que tu dis, parce que moi, je pense que j'ai élevé mes enfants un peu comme ça aussi, parce que, bon, c'était ça mon réflexe, là. Mais c'était... les dangers. Moi, je pense que faudrait que je leur parle de ça à mes enfants parce que je pense que je les ai vite mis au courant des dangers qu'ils attendaient dans la vie. Mais c'est correct, c'est parfait. Mais il faut pas créer des peurs, tu sais, c'est ça. Non, mais c'est ça. La limite, elle est tellement mince. Tu veux les protéger, mais en même temps, tu veux leur laisser une forme de liberté à quelque part. Tu sais, c'est difficile d'être parent présentement, je trouve, dans ce monde-là. Et c'est une des raisons pour laquelle mon conjoint et moi, on a décidé de ne pas en avoir. Et ça a été une décision très difficile à prendre, Marc-Claude. Surtout à l'âge que je suis rendue à 40 ans, là, depuis les 2 dernières années, ça a été vraiment des grosses discussions par rapport à la vie qu'on avait, par rapport au fait que quand je me lève le matin, je suis tellement heureuse de faire tout ce que je fais, puis je voyais l'arrivée d'un enfant chambouler tout ça, ma liberté, mais aussi avec la société dans laquelle on vit, de toujours avoir peur. T'sais, mes parents avaient peur dans les années 80-90, alors qu'il se passait pas grand-chose. Oui, on entendait des fois parler d'un tel monsieur avec sa voiture qui, des fois, pouvait enlever des pédophiles. On dirait au primaire, j'ai un souvenir peut-être d'une voiture qu'on avait déjà parlé à un monsieur, faites attention. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus que ça avec les réseaux sociaux, tout ça. Puis ça a amené beaucoup nos réflexions, mon conjoint et moi, de faire comme, est-ce qu'on veut élever des enfants dans le monde d'aujourd'hui? Puis là, je te dis ça en pleine face devant une grand-maman qui est nouvellement grand-maman. Puis j'aime pas dire ça parce qu'en fait, il y a quand même un côté de moi qui comprend la raison pour laquelle les gens font des enfants. Puis ça a été vraiment un combat intérieur de plusieurs années de grosses discussions parce que c'est quand même d'aller en l'encontre un peu de ce que je suis. Je suis tellement quelqu'un qui aime aider les autres, être là pour les autres, donner de l'amour, que de pas être mère, pour moi, je le vois vraiment comme un très grand échec
d'accomplissement de vie, de mission de vie. C'est vraiment très gros là, pour moi quand même, cette décision-là. Et ça, tu y as pensé longtemps? Parce que plus jeune, est-ce que tu disais, moi, je veux des enfants? On s'est toujours dit qu'on en voudrait. Puis c'était comme une évidence, mais sans en parler. C'était comme un jour, on va en avoir. Et là, bon an, mal an, les carrières, et là, nos carrières prennent beaucoup de place. Puis, tu sais, quand tu es artiste, ça prend vraiment plusieurs années à bâtir quelque chose de solide. Tu sais, aujourd'hui, je suis travailleur autonome, mais je l'ai travaillé, puis il a fallu qu'à un moment donné, je fasse confiance. Tu sais, je suis en arrivée là. J'ai perdu le fil, Marc-Claude. Mais non, mais je te demandais, est-ce que vous en aviez déjà voulu? Ah oui, exactement, merci. Donc, on s'était dit qu'on allait en avoir éventuellement. Et là, à un moment donné, le temps passe. Puis à un moment donné, je suis rendue, exemple, à 36 ans. Puis là, je commence à en parler. Mais là, je vois que, tu sais, mon chum, au niveau de sa carrière, il n'est pas très stable. Puis là, il se dit qu'il veut être stable avant d'avoir des enfants. Mais je fais comme, mais tu seras peut-être jamais stable, on peut pas attendre ça. En tant que tel. Puis il y avait aussi peut-être des petits accros justement par rapport à sa carrière. Je trouvais ça très lourd à supporter des fois, le fait que dans sa carrière, ça se passait pas toujours comme il le souhaitait, puis qu'il vivait souvent des je veux pas dire des échecs parce que il travaille tellement fort. Des déceptions. Des grosses déceptions, des fois, de faire des auditions, de se rendre jusqu'au bout. C'est entre lui et l'autre, puis Éric est toujours le bon deuxième, tu sais. Fait que moi, à un moment donné, il y avait une espèce de lourdeur aussi, fait que ça amenait peut-être des petites, pas des frictions, mais c'était pas facile pour le couple nécessairement. Fait que c'est comme si à ce moment-là, c'était pas tant le temps. Puis là, j'ai réglé ça un peu là, à travers le temps, un peu les espèces de cailloux que je ramassais dans mon petit sac à dos, qu'à un moment donné, j'étais comme ça, c'est ses cailloux à lui. C'est pas mes cailloux à moi. Fait que faut que je délaisse ça. Donc, à un moment donné, 38 ans vient qu'à un moment donné, il faut se poser la question parce qu'il y a une horloge biologique qui, chez moi, n'a jamais sonné. Moi, j'ai des amis qui disaient, mon Dieu, c'était viscéral, là. Quand j'étais avec mon chum, j'étais comme, OK, viens-t'en, là, c'est là le moment, on fait un bébé. Mais moi, j'ai jamais ressenti ça nécessairement. À un moment donné, il fallait se poser la question, tu sais. Puis, ça a été vraiment une question de notre mode de vie, une question de la société dans laquelle on vit. Puis la peur, justement, peut-être qu'on avait d'élever un enfant dans la société d'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, la quête de la beauté extrême. Tu sais, comme on dirait qu'on a tellement vécu des belles années quand on était jeune, dans cette espèce de, je veux pas dire de naïveté, mais la vie était plus facile, tu sais. Fait que c'est un immense deuil pour moi. Puis j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai essayé d'aller chercher de l'aide, mais il n'existe pas de l'aide pour les femmes qui prennent la décision de ne pas avoir d'enfants. Il y a de l'aide pour les gens qui ont perdu un bébé, qui sont infertiles, mais pas de l'aide pour les femmes qui prennent la décision de ne pas en avoir. Parce que c'est pas parce que j'ai pris la décision que ça veut dire que qu'il n'y a pas un deuil à faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, tu peux pas être en deuil de quelque chose que tu n'as jamais vécu. Mais moi, je pense que la maternité, je me projetais, je me voyais. Puis à 40 ans, je me suis dit, ça va être quoi le reste de ma vie si j'ai pas d'enfant? Et là, ça a été vraiment une crise existentielle là, à faire comme... Moi, je me définissais comme un jour, je vais être mère, puis ça va être ça le reste de ma vie. Puis c'était une fierté pour moi. Puis pour moi, les femmes qui ont des enfants, ce sont des femmes puissantes. Et ce sont des femmes qui sont des meilleures humaines que moi, qui sont des superwomen. Elles ont souffert en accouchant. Elles ont pleuré parce qu'elles étaient épuisées de ne pas dormir. Elles se sont occupées d'un autre être humain. J'ai cette espèce de sentiment-là. T'as comme une croyance par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression que je serais pas une humaine aussi extraordinaire parce que je me serais pas rendue à être une mère. Parce que pour moi, le rôle de mère est le plus grand des rôles. Et c'est le rôle dont... Écoute, moi, toutes les femmes qui sont mères, j'ai une admiration sans borne. C'est comme si toi, tu t'es fait l'image d'être mère sans vouloir d'enfant, concrètement. Moi, c'est que je pense que je voudrais être mère à temps partiel de temps en temps. Ça, c'est comme naturel, ça venait qu'à un moment donné, ça allait arriver. Mais c'est que je suis tellement maternelle avec mon chum, ma famille. Moi, je prends soin de tout le monde, mes amis. Fait que pour moi, c'était naturel. J'allais être mère. Dis-moi, Caroline, est-ce que tu t'es fait demander souvent, puis les bébés, est-ce que ça s'en vient? C'est sûr. Comment on prend ça? Parce que, tu sais, des fois, c'est malhabile Parce qu'il y a comme un réflexe quand on voit un couple après quelques années, puis les bébés. Mais quand c'est pas clair, quand c'est pas nommé dans le couple,
Comment tu prenais ça? Comment vous viviez avec ces commentaires-là? Ben en fait, c'est plus récemment parce qu'avant, on dirait qu'on se disait qu'on avait encore le temps. Fait que la question, c'était juste, ben c'est pas tout de suite, mais à un moment donné. Vous aviez une réponse. On avait une réponse. Ouais. Aujourd'hui, il faut expliquer aux gens pourquoi on n'en aura pas. Parce que, puis souvent, à des gens d'une génération plus de baby boomers, où ce que faire des enfants, c'était comme une évidence. Puis je trouve ça dur parce que dans ce que je vais te dire, Marie-Claude, c'est... Il y a un côté de moi qui aurait aimé ça, être obligé de faire des enfants pour ne pas avoir eu à me poser la question puis qu'on soit tous égaux dans la vie. On fait tous des enfants puis c'est ça qu'il faut faire. En même temps, d'un autre côté, la plus belle chose qu'on peut pas vivre en 2025, c'est d'être libre de choix. Ben oui. Ben oui. Je pense que si on avait demandé aux femmes à une certaine époque qui devaient avoir des enfants, tu sais, moi, je pense à ma grand-mère, tout ça, ouais. Je pense qu'elles auraient aimé avoir le choix. Exactement. Mais tu vois, je suis un peu comme... Si ça avait été dans le temps de ma grand-mère, on se serait pas posé la question, tout le monde aurait été pareil. Parce que j'ai trouvé ça dur d'assumer de faire le choix. Et c'est pour ça que tu dis que les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, ou les hommes, mais comme la femme le porte, on est quand même plus ciblé. Ouais. T'aurais eu besoin d'aide pour en parler. Oui, moi, j'ai pleuré. Moi, il y a des nuits, je me levais la nuit, puis en allant à la salle de bain, je pensais à ça là, constamment, là, à tout moment. Là, j'en pleurais de me dire, est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que je vais le regretter? Puis c'est sûr, c'est la peur de vieillir seule. Mais ce qui m'a rassurée, c'est de jaser avec des gens qui sont préposés aux bénéficiaires, puis de me dire, c'est pas parce que tu as un enfant qui va venir te voir puis qui va prendre soin de toi plus tard. Tu sais, les amis, c'est la famille qu'on choisit, puis je suis tellement bien entourée. Puis, dans le fond, il ne faut rien prendre pour acquis. Ça se peut que je meure seule, mais ça se peut que les gens les plus entourés meurent quand même seuls et les gens les moins entourés, je parle peut-être de ne pas avoir une grosse famille, pas d'enfants, je suis fille unique. Ça se pourrait quand même que moi, je ne meure pas seule parce que je vais avoir des gens autour de moi extraordinaires quand même, ou des neveux, des nièces, ou quoi que ce soit, là, qui... on le sait pas. Mais tu sais, c'est ce côté des femmes qu'on puisse enfanter. Tu sais, moi, j'ai connu des femmes qui ont eu des enfants et qui, à un moment donné, sont devenues ménopausées, donc ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et j'ai des amis qui ont te dire comment ils ont trouvé ça difficile de savoir, mais elles ne voulaient plus d'enfants. Ouais. Mais de savoir que le corps ne pouvait plus en faire, ça a été vraiment comme des crises de vie. Mais c'est fort, là. Fait que je comprends ce que tu dis, c'est je fais le choix. C'est dur. De ne pas en avoir alors que j'ai encore toute la possibilité d'enfanter. Et moi, j'aurais aimé ça, en fait. J'aurais aimé ça que ce soit une expérience. J'aurais voulu, en fait, j'ai déjà perdu un bébé. On avait déjà fait un essai. Je l'ai perdu à 1 mois. Donc, ça a été... pour moi, ça a juste été de l'espoir que ça m'avait donné à ce moment-là. Parce que j'avais peur de ne pas être capable de tomber enceinte parce que je prenais la pilule depuis très longtemps. Mais ça m'avait dit, regarde, c'est pas le bon moment, mais ça va fonctionner. Mais après ça, au moment où j'étais peut-être prête à recommencer, c'est là qu'on a eu les grosses discussions. Est-ce qu'on en veut vraiment? Là, il y avait eu la pandémie et tout. Le statut précaire de nos emplois aussi. Ça, il y a beaucoup de choses qui Exactement. Et toi, comme tu es en hyper-vigilance, rapidement... C'est que je me pose trop de questions dans la vie aussi. Puis les gens m'ont dit souvent, arrête de te poser des questions. Vas-y, fonce. Parce qu'il y a quelques années, quand j'avais essayé, je ne m'étais pas posé les questions. Si ça avait marché, j'aurais été dans le bain puis ça aurait été ça. Mais là, j'ai eu le temps de me poser toutes les questions, de retourner ça de tout bord. Puis malheureusement, mon chum, malheureusement ou heureusement, mon chum est comme moi. Quand on a acheté notre maison, là, on l'a magasiné puis on l'a choisi. Tu sais, on fait rien rapidement parce que tout est tellement pensé. On vire ça de tout bord. Des questions sont posées et tout. Et je pense à ce jour, Marie-Claude, que par rapport aux enfants, j'ai pris la bonne décision par rapport à ma vie. Mais c'est à cause que je vois mes amis qui ont des enfants. Je les vois manquer de temps, je les vois être essoufflés, je les vois... Mais par contre, c'est sûr que quand tu parles, si tu mets le mot « amour inconditionnel », je sais que ça peut tout effacer le reste. Mais je les vois malheureuses courir après leur queue. Puis, je me dis, c'est surtout à l'âge que je suis rendue aussi, là, si j'avais 30 ans... Oui, puis c'est un choix qui est personnel. Oui. Tu sais, le fait d'avoir des enfants, de ne pas avoir d'enfants, comme tu dis, c'est un choix. C'est une liberté, mais ça ne veut pas dire parce qu'on fait le choix de ne pas en avoir que c'est facile. Non.
Mais je pense que pour la fille que je suis, dans la carrière que je suis, mais même s'il y a un côté de moi qui me dit, mais il y a plein de gens qui ont des enfants puis qui font la même carrière que toi. Puis il y en a qui sont beaucoup plus débordés que moi aussi. Mais je pense que par rapport au couple que j'ai, la vie que j'ai et le bonheur que j'ai dans ma vie, d'avoir ajouté cette couche-là alors que des moments, j'ai même pas le temps de voir ma famille, mes amis, puis que ça n'a pas de bon sens. Puis il aurait fallu vraiment, étant la femme, puis j'aime pas dire ça parce que il y a des hommes qui, comme je prends l'exemple de Mélissa Bédard, c'est son chum qui reste à la maison, puis elle a poursuivi sa carrière. Puis je trouve ça tellement beau qu'il y ait des hommes qui prennent ce rôle-là, ce rôle-là, tu sais. Mais c'est ça, je pense que c'est la bonne décision, mais ça reste quand même que c'est un immense deuil de ne pas pouvoir porter la vie, de ne pas savoir cet enfant-là aurait ressemblé à quoi, tous les moments, tous les deuils de toutes les premières fois, d'apprendre la vie à un être, à un petit être. Tu sais, tout ça, la liste est longue de tout ce que je vivrai jamais. Là, présentement, est-ce que tu es en paix? De plus en plus. Et je pense que ce qui aide aussi, c'est que mon beau-frère nous a fait l'immense cadeau, en fait, de faire un enfant avec sa conjointe. Et donc, maintenant, on est parrain-marraine de la petite Eva. Et donc, le fait d'être marraine, moi, je suis déjà marraine 2 fois de 2 garçons extraordinaires que j'aime. C'est juste que, étant donné que c'était des enfants de mes amis, ça n'enlève pas la proximité quand même que j'ai avec eux. Mais là, maintenant, cette petite fille-là, elle est vraiment dans la famille. Et moi, je suis fille unique, donc c'est même pas de sang, là. Mais quand même, c'est une petite poupoune qui est là. Puis je sens déjà qu'on a une connexion ensemble, tu sais. Je suis capable de l'endormir. Récemment, personne était capable de l'endormir et elle s'est endormie dans mes bras. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose. Puis ma belle-sœur est vraiment extraordinaire là-dessus parce que je sens qu'elle me laisse de la place, sachant le choix que j'ai fait. Elle me laisse lui changer sa couche. Elle me laisse la prendre. J'ai eu beaucoup d'amis qui voulaient vraiment garder leur enfant pour elle, mais je le dis pas je le dis pas au premier degré, là, je veux le dire au deuxième degré, du sens que elle se disait, c'est mon enfant, donc je dois m'en occuper. Puis c'est bien correct, puis je leur en ai pas voulu, mais j'ai jamais gardé mes neveux, nièces d'amis. Mais là, je sens que je vais pouvoir le faire. Puis je rêve du moment où je pourrais peut-être la garder. Ça, faut qu'elle arrête d'allaiter, ma belle-sœur, par exemple. Mais si je la garde, puis qu'elle dort, puis qu'elle se réveille dans la nuit, j'aimerais ça me réveiller dans la nuit, puis même d'en faire une nuit blanche, puis d'essayer de la rendormir, puis d'en prendre soin. Je veux goûter à des parcelles de ce que ça aurait pu être. T'sais, c'est comme si je fondais beaucoup d'espoir là-dessus. Puis tu sais, tu vas avoir de l'importance dans la vie de cet enfant-là aussi. Oui, vraiment. Tu comprends? Puis je vais avoir le meilleur d'elle parce que des fois, il y a eu des moments où nos amis, on allait chez eux et les enfants étaient turbulents. Puis après ça, mon chum, quand on s'en allait, on était comme... Ah, on s'en retourne tout seul à la maison. Puis pour les parents, d'avoir quelqu'un de confiance comme ça, c'est rassurant aussi. Oui. Fait que, c'est ça, je disais tantôt, c'est comme si j'aurais voulu être un parent, mais à temps partiel, quand j'ai le temps puis quand ça me tente, mais ce n'est pas ça, c'est un engagement à vie. J'aime qu'on prenne ce temps-là pour en parler parce qu'on parle beaucoup de quand on a des enfants, mais on parle pas assez de quand on n'en a pas. Exactement. Puis à cause que j'ai 40 ans, moi, ça a été un peu la croisée des chemins. Je me suis dit... Là, il y a eu 40 années qui se sont passées, mais je vais faire quoi des 40 prochaines si j'ai pas d'enfant? Est-ce que tu te sens libérée d'avoir mis un point final à cette décision-là? Oui. Parce que je suis de plus en plus en paix. Si tu m'avais parlé, j'aurais fait le podcast il y a 1 an, là, j'étais tourmentée. Là. Est-ce que je fais la bonne décision? Puis des fois, je revenais vers mon chum, t'es-tu sûr qu'on fait la bonne chose? T'sais? Puis tout ça. Mais aujourd'hui, là, avec tous les pas les arguments, mais cette espèce de liste que je me suis bâtie, qu'on s'est bâti, mon conjoint et moi, de pour, de contre et tout, pour nous, je pense que c'est la bonne décision. Et ça vous appartient tellement. Exactement. Là. Dis-moi, quel type d'amoureuse es-tu? Je suis contente que tu aies pris ça comme question. Je suis une très grande amoureuse. Je suis une passionnée. Mon chum, là, je suis tellement amoureuse de lui. Je l'admire. Donc, en tant qu'amoureuse, je suis toujours là pour lui, pour l'écouter,
Éric et moi, on a une complicité vraiment unique. Quand on se fait des soupers, on peut parler pendant 3, 4, 5 heures. On a toujours quelque chose à se dire. Puis en plus, on a des vies très riches avec tout ce qui se passe. Des fois, on se voit pas pendant 3, 4 jours. Puis là, on est donc content de prendre ce moment-là avec une bonne bouteille de vin pour se raconter tout ce qui se passe. Je suis quelqu'un de très attentionné. Donc, moi, je peux être celle qui va mettre un petit message en dessous de son oreiller parce que je suis partie faire un contrat d'animation, puis le soir, il va voir le petit message. Je vais y avoir préparé des petits plats. Je m'assure toujours qu'il soit bien. T'es-tu correct, mon amour? T'as-tu trop chaud? T'as-tu trop froid? Fait que si je faisais ma Louise Sigouin de moi-même, je suis extrêmement la codépendante. Vraiment, je prends soin. Puis c'est ça aussi, c'est que le fait de ne pas avoir d'enfant, je me considère déjà comme une... Ben c'est ça, c'est que je suis une maman avec mon chum. Fait que faut que je fasse attention aussi. Être maman vient aussi avec le fait, des fois, de le réprimander sur des tâches ménagères qui sont pas faites. Tu sais, qui sont pas faites aussi au moment où je souhaiterais que ce soit fait. Parce que moi, dans ma tête, une maison rangée, c'est que aussi c'est rangé dans mon esprit. Puis j'aime ça quand c'est propre et tout, mais moi, je suis une vite, mon chum, c'est un lent. Fait que, tu sais, lui, moi, je voudrais qu'il range ça tout de suite, mettons, mais lui, c'était pas ça dans son horaire. Mais c'est juste que si je le mets pas dans son horaire, lui, il me repousserait ça quand même une couple de journées, tu sais. Fait que c'est ça, je suis très, très aimante, très passionnée. Je suis toujours en train de le toucher, puis je suis contente parce qu'il aime ça. Il y a des gens qui aiment pas se faire toucher dans la vie. Moi, je suis tout le temps en train de le flatter. Je le dis tout le temps à quel point je le trouve beau. Moi, mon chum, il m'attire, je le trouve beau, je capote dessus. Pour moi, c'est le plus beau gars du monde. Je l'admire pour la personne qui est. Puis lui, c'est quelqu'un de très positif. Fait que ça m'aide beaucoup. Ah, ça fait que ça équilibre. Énormément, énormément. Lui, il fait confiance en la vie. Il est toujours dans le positif. Puis, il est vraiment extraordinaire. Fait que je suis vraiment comme ça avec lui, aux petits soins, à tout moment. Puis, toujours à penser à lui, à y envoyer un petit message. Je t'aime, je pense à toi. Tout le temps. Fait que je suis vraiment une très grande amoureuse. Est-ce que tantôt, tu disais que tu voyais... Est-ce que tu pourrais voyager sans lui avec quelqu'un d'autre, par exemple? Mon Dieu, que c'est une bonne question. Je pourrais. C'est juste la seule chose. Je pourrais, mais il y a des personnes, puis je n'aimerais pas, non, bien sûr, mais il y a des personnes avec qui, quand je suis avec cette personne-là, on dirait qu'il manque un petit quelque chose. Comme si tu sais, il y a des gens, je pense, avec qui, je pourrais partir en voyage, mais je finirais par m'ennuyer de mon chum, de sa présence, de partager les choses avec lui. Puis je pense qu'il y a des gens avec qui ça serait peut-être un peu moins difficile. Il y a des gens qui comblent l'espace-temps et le fait qu'il n'est pas là pleinement par leur humour, par ce qu'ils m'apportent. Puis j'ai peut-être des gens un peu plus tranquilles qui, peut-être, à ce moment-là, j'aurais peut-être besoin de... Il te manquerait ton chum. Il me manquerait mon chum. Oui, je pense que oui. Parce qu'en fait, j'ai tellement de plaisir avec lui. On partage tout ensemble. Puis à cause que ça fait 22 ans, c'est que ça fait plus longtemps que je suis avec lui que de ne pas être avec lui. Fait que quand on dit, tu sais, c'est ma moitié, c'est vraiment une grosse partie de mon cœur, cette personne-là. Puis c'est tellement simple. On pense pareil sur tellement de choses. On aime les mêmes choses. Si on fait un voyage ensemble, il est tellement easy-going, Marc-Claude. Tu sais, si je dis j'aimerais ça faire telle chose, il dit on le fait. Pas parce que je décide, là. Parce que moi, je suis toujours la fille à dire hey, j'avais pensé qu'on aurait pu aller là. Qu'est-ce que t'en penses? Fait que je suis pas une germaine. Je suis pas la fille qui dit on s'en va là, on fait ça, puis lui, il a pas le droit de dire son mot. Parce que vous avez des goûts semblables. On aime toutes la même bouffe, le même vin, les mêmes voyages, les mêmes films, tout. C'est vraiment... c'est ton alter ego. Ah, tellement. Tu sais, il y en a que c'est qui se ressemble, s'assemble. Il y en a que c'est les contraires, s'attirent. Mais nous, c'est qui se ressemble, s'assemble. Là, le mariage, parle-nous-en. Oh, mon Dieu, Marc-Claude, c'est tout qu'un dossier. Justement, par le fait aussi qu'on est deux personnes un peu pareilles qui voulons peut-être que tout soit parfait. Oui, c'est vrai que la perfection, ça ressort dans ce que tu dis. Oui, puis mon chum, il est une coche au-dessus de moi là-dessus. Okay. Oui. Mais on est conscient que ce ne sera pas parfait. Puis à un moment donné, on s'est dit, là, il faut revenir à l'essentiel. Pourquoi on se marie? C'est parce qu'on s'aime, puis on veut être entouré des gens qu'on aime. Fait que, tu sais, dans le temps de nos parents, il allait à l'église, c'était la salle communautaire, puis c'était ça. Mais là, à cette heure, l'industrie du mariage, Marc-Claude, c'est une industrie. Ah, ça, Et là, quand on voit les soumissions qu'on reçoit pour la salle,
pour le traiteur, l'alcool, des fois, mettons, une salle, pas de décoration avec l'alcool et le traiteur, juste d'avoir le lieu et tout ça, avec, mettons, même pas l'audiovisuel de base, mais même pas le DJ, tu sais, c'est des soumissions entre 20 et 28 000 $ là-dessus. J'ai pas ma robe, il n'y a pas l'habit de mon chum. J'ai pas non plus mon DJ, vidéaste, maquillage, coiffure, tu sais. Il y a tellement de dépenses. Là, fait que là, je me dis... c'est fou. Je me dis, je vais-tu payer 35-40 000 pour une journée? Puis en plus, s'il arrive quelque chose cette journée-là, Marc-Claude... Si tu fais ça à l'extérieur puis il pleut, ça va prendre un chapiteau. Je suis contente que tu en parles. Au départ, je voulais me marier dans une grange. Parce que je voyais ça là, sur Instagram, Pinterest. Wow, c'est tellement champêtre chic, un peu bohème, ça va être écœurant. Là, je vois des photos de gens dehors. Puis là, c'est tellement beau. Tu sais, le golden hour, coucher de soleil, tout est wow, OK? Mais là, à un moment donné, on s'est dit, Colin, s'il pleut, tu sais, il y a beaucoup de granges que pour se marier à l'extérieur, c'était une tente blanche. Personnellement, on trouve pas ça très joli. Il faudrait vraiment décorer. Sinon, ils appellent ça un préau. C'est un toit avec les bouts de bois sur chaque côté, puis tu peux te marier en dessous. Mais là, à un moment donné, on se met à penser exactement ce que tu as dit, Marc-Claude. S'il fait froid, s'il vente trop, puis si en sortant le cocktail à l'extérieur, il fait trop chaud, il y a trop de soleil. Le mariage de nos très bonnes amies l'an dernier, quelqu'un a décidé de partir la tondeuse en même temps de la cérémonie. Pour moi, la cérémonie, c'est le moment le plus important de toute l'union, de tout le party après, là. Moi, ça pourrait s'arrêter là. Même chose, il n'y aura pas d'enfant à mon mariage. Pourquoi? Je peux pas avoir un enfant qui pleure pendant ma cérémonie. T'as vraiment pensé à tout. Mais c'est ça, mais mon chum est comme moi. Mais là, c'est épouvantable. Puis là, à un moment donné, ben ça, le plan A, c'était la grange. Mais la grange, des fois, il n'y a pas d'air climatisé. Faut que tu sois tout en location. Des fois, il n'y a même pas de chaise, il n'y a pas de table. C'est beaucoup plus de choses. C'est que là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous marier avec des témoins? C'est parce que là, en même temps, ça n'a pas de bon sens. Ah non, mais je sais. Parce que j'ai dit à Eric, tu sais, j'ai dit là, c'est comme s'il faut que je fasse le deuil de peut-être mon mariage de rêve parce que je suis pas prête à payer le prix parce que je trouve que ça n'a pas de bon sens. Faut que j'essaie de trouver un plan B. Tu sais, comme le plan B, c'était des églises, justement, reconverties en salle de spectacle, mais ça aussi, ça coûte une fortune. Puis après ça, le plan C, c'est de trouver une salle que c'est tout inclus. Puis tu sais que tu peux inviter... Il y a des gens qui peuvent arriver aussi pour après le mariage. Tu sais, ce que je me souviens, là, dans les règles, là, sûrement que les gens qui nous écoutent vont nous reprendre, c'est que tu peux pas enlever des invités. Si tu invites des invités, par exemple, à la cérémonie du mariage, eux autres, il faut qu'ils suivent jusqu'à la fin. Oui, totalement. Tu peux pas leur dire, vous autres, ça s'arrête ici. Mais par contre, tu peux avoir des invités pour la soirée. Ouais. Et qui sont pas à la cérémonie. Mais c'est correct qu'ils soient là à la cérémonie aussi. Ben là, si tu veux pas d'enfant, c'est sûr qu'il y en a peut-être qui vont dire, ouais, moi j'aimerais ça. Tu sais, ils pourraient peut-être arriver après avec un enfant. Mais de par mon côté généreux dans la vie, je veux que mes amis profitent. Puis mes amis mamans consacrent tellement leur vie à leurs enfants que là, je fais comme cette soirée-là. Tu prends une pause. Ça va être aussi ta soirée avec ton amoureux. Ouais. Puis tu vas penser juste à toi pour avoir du Moi, j'avais plaisir. des gardiennes dans mon mariage. Oui, il y en a plein. Il y avait une garderie. Ben oui. Parce que moi aussi, je me disais, là, on va prendre une pause. Fait que là, je me disais, comment on fait ça? Une garderie. Mais je comprends ton niveau de vigilance quand tout ce que tu viens de me décrire. Mais c'est épuisant, Marc-Claude. Je comprends. Tu comprends? Mais c'est parce que comment vous allez vous marier avec toutes ces contraintes-là? En fait, c'est ça. C'est que là, dans le plan C, c'est vraiment une salle où ce que tout est inclus, que même la décoration est incluse, puis ça peut être vraiment très beau. Mais la concession à faire, c'est que ça risque d'être à Montréal, alors qu'on a tous beaucoup de gens de Rive-Sud qui n'aiment pas vraiment aller à Montréal. Puis aussi, je me dis, ça va être quoi pour les photos? Je pourrais pas prendre de photos à Montréal, tu sais, ça sera pas super beau. Fait que, tu sais, en fait, c'est que chaque endroit qu'on trouvait, c'était jamais 100% des critères qu'on voulait. Non. Fait que là, c'est là. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans parce qu'il y a un travail de lâcher prise. Ce sur quoi je dois travailler depuis toute ma vie et que encore aujourd'hui, j'ai à travailler comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que tu as écouté la série Les Marieuses?
Non, mais j'ai écouté. C'était pas Les Marieuses, c'était l'autre émission, ce qu'il y avait des gens qui se marient. Des gens qui se marient. Ils vont voir le mariage des autres, puis ils donnent des notes. Oui, exactement. Ça, je l'ai écouté. Non, moi, j'aime ça. Parce que Les Marieuses, quand je faisais de la télé, j'ai reçu ils ont fait 2 saisons. D'ailleurs, la 2e saison, je l'écoutais en rafale. Wow. Moi, j'adore ça. Mais tu vois tous les enjeux, les problèmes, mais en même temps, tu vois des beaux lieux, des beaux sites, les raisons pourquoi les gens veulent se marier. Il y en a que c'est la cérémonie, il y en a que c'est la bouffe, il y en a que c'est le party. Ouais. Tu sais, on n'a pas la même importance, mais c'est assez fascinant, cet univers-là, quand même. Ça fait que là, tu as peut-être trouvé un endroit, mais tu sais, à Montréal, au pire, prenez une voiture, vous allez ailleurs, là. Tu sais, même le jardin botanique, c'est pas beau? Oui, c'est beau. T'es en train de faire la promotion de mariage. J'adore ce qu'on est en train de faire. Ah oui, mais tu sais, puis pour vrai, j'ai dit récemment à Éric, pour vrai, c'est tellement compliqué, ça coûte tellement cher. La demande que tu m'as fait était tellement grandiose qu'on pourrait arrêter ça là. Ah oui, vous pourriez faire ça des fois dans le petit. C'est juste qu'on est tellement bien entourés et aimés que les gens seraient tellement déçus. Puis il faut pas le faire pour les autres, mais de pas partager ça avec notre petit noyau de gens parce qu'on déciderait d'aller se marier tout seul en Italie, mettons, juste avoir une cérémonie et tout, ça serait vraiment dommage aussi de pas le partager. Mais t'as raison que c'est rendu vraiment une industrie. Ah, c'est trop. Puis les gens ambitionnent vraiment. Il y a des lieux que tu es obligé de prendre, mettons, tant de chambres, puis à 400 $ la chambre parce que tu es dans un hôtel, puis on fait comme, voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, il y a des gens qui ambitionnent, mais en même temps, il y a des gens de cœur qui ont des petites entreprises, notamment des gens qui ont des granges, puis qui c'est juste eux, tu sais. Ben, je te souhaite en tout cas un beau mariage. Ben, merci. On n'a pas encore trouvé lieu. On est là-dessus. Ben, tu vas trouver. Il faut lâcher prise. Ben oui. Mais tu sais, il y en a qui savent ce qu'ils veulent. Toi, tu sais ce que tu veux et ce que tu veux pas. Fait que t'as tout le combo. Quand vous allez le trouver, alors ça va être sûrement une magnifique cérémonie. Oui, c'est sûr. Puis quand il y a la tondeuse, là, tu l'as dit tantôt, tu parles fort. Tu diras ton oui plus fort. Mais on se marie pas dehors, donc il n'y aura pas de tondeuse. Mais tu sais, il pourrait avoir il pourrait avoir dans la bâtisse une alarme d'incendie. Ah oui, je sais. J'ai aucune idée. Moi, j'ai fait des entrevues des fois, entre autres pour Où es-tu, sur des cas de disparition à l'extérieur. Puis justement, là, des bruits de tondeuse qui partent ou un avion qui passe. Tu sais, là, être à l'extérieur, c'est quand même un défi. C'est un défi. Est-ce que tu es prête à passer au niveau rouge? Oui, je suis prête. Tu vas m'en donner 3, s'il te plaît, des 4 questions. T'en choisis 3. Il va juste en rester une sur la table. Parfait. Donc, je te donne les 3. Exactement. Voilà. Quel est ton rapport avec la mort? À quel besoin profond Éric répond-il? As-tu des regrets? Éric, j'en ai quand même beaucoup parlé. C'est pas mal le besoin de sécurité, vu que je le sais qu'il m'aime, on dirait que là-dessus... Il te rassure. Il me rassure beaucoup. Fait que je pense que je vais y aller avec les regrets. Ouais. Si je mourais demain matin, je pense que mon plus grand regret, ce serait de ne pas avoir assez voyagé. Il n'est jamais trop tard, mais je pense que j'ai accordé une très grande importance à ma carrière et mon chum aussi. Mon chum a eu la chance vraiment de voyager beaucoup avec ses parents quand il était jeune. Fait que là-dessus, je pense que son besoin de voyager a quand même été comblé. C'était quand même pas des voyages en Europe ou en Asie ou des choses comme ça. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir une enfance extraordinaire où on allait au chalet à toutes les fins de semaine. Fait que c'est un autre type de voyage, mais je n'échangerais pas mon enfance pour rien au monde. On allait quand même aussi voir mes grands-parents à Rivière-du-Loup, qui étaient vraiment toujours tellement appréciés, puis c'était tellement le fun. Mais les seuls voyages pas mal qu'on a fait, mon conjoint et moi, c'est vraiment d'aller à travers le Québec. On a des lieux extraordinaires. Je pense à la Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, Charlevoix, etc., Québec. Mais... on est allé seulement que dans des tout inclus. Donc, on n'a pas exploré. Puis j'aimerais ça aussi parce que c'est de se mettre aussi au défi un peu de cette espèce de côté-là contrôlant qu'on a, lui et moi, de vouloir tout contrôler puis que tout se passe parfaitement bien. Mais oui. Tu sais, de toute façon, on avait été à Virginia Beach pour faire une aparté, puis on s'est rendu compte que le Airbnb qu'on avait réservé nous convenait vraiment pas parce que... La chambre faisait vraiment très peur. Les gens chez qui on était logés avaient des chiens en cage. Il y avait des gens qui étaient là, une famille de jeunes enfants. Notre chambre était collée sur cette chambre de famille de jeunes enfants. Fait qu'on s'est dit, on se reposera jamais. Fait qu'en plein milieu de la nuit, à 3 heures du matin, on a quitté le Airbnb à 14 heures de route. Vous êtes revenus? Non. OK. Il fallait trouver un autre endroit.
OK. Fait que là, on se met sur le téléphone, puis on finit par trouver. Mais tu sais, c'est le genre d'aventure comme ça qu'on vit pas souvent parce que tout est contrôlé. Mais j'aimerais ça qu'on se mette au défi davantage. Puis vous allez vous connaître de d'autres façons. Exactement. Dans d'autres situations. Ouais. Bon, là, c'est sûr qu'on parle pas de voyage de pack-sac, Marie, par exemple. Tu sais, je parle plus, mettons, j'irais en Europe, tu sais, quelque chose de plus confortable. Des fois, quand tu connais moins la culture, tu sais. Oui, mais c'est vrai que c'est aussi de la liberté et d'apprendre. Tu sais, tous les outils qu'on va chercher, des fois, il y a des situations où on est obligé d'aller fouiller plus profondément dans ce coffre-là. Ouais. Mais on a tellement à apprendre des autres cultures. Ah, tellement. Puis des fois, on est un petit peu trop dans une vision tunnel, un peu avec des œillères comme un cheval, là, avec les petits trucs de chaque côté de la vie qu'on mène. D'avoir aussi des fois l'impression que notre vie, on est donc chanceux d'être au Québec, on se sent donc en sécurité. C'est le fun de revenir. Oui. Ah oui. Tu sais, quand tu pars, tu t'en vas ailleurs, puis tu reviens au Québec. C'est le fun de retrouver le Québec. C'est le fun de retrouver son chez-soi et c'est comme si on renouvelle l'appréciation de notre vie. C'est drôle que tu le dises parce qu'à chaque fois qu'on remet les pieds dans la maison, on se dit toujours, on est-tu bien chez nous? On l'aime, notre maison, on l'a choisi, puis on l'a rénové à notre goût, tu sais. Fait que ça, c'est vrai que c'est... Des fois, il faut s'éloigner pour plus apprécier ce qu'on a vraiment proche de nous. Mais j'ai ce besoin-là vraiment d'explorer parce qu'en fait, n'ayant pas d'enfant, je me dis, il faut que j'explore le monde. C'est ça qui va changer, là, dans le fond. Ah, vraiment? Là, c'est les projets, là. C'est ça. Là, j'ai dit, il faut absolument voyager. Il faut que j'aille voir d'autres cultures, d'autres paysages. Il faut que je profite davantage de la vie parce que, dans le fond, la trentaine, ça a été de bâtir vraiment notre carrière, cette espèce de stabilité-là, puis stabilité aussi de couple. Parce que dans la trentaine, vraiment, c'est là que, tu sais, depuis le temps qu'on est ensemble, on a vraiment solidifié ça. Puis avec la demande aussi, c'est comme mon chum, ce qu'il me dit, c'est je veux passer le reste de ma vie avec toi, puis on se choisit, puis on veut vraiment que ce soit l'un et l'autre jusqu'à la fin, tu sais. Puis où est-ce que tu aimerais aller? C'est sûr que je pense beaucoup à l'Europe. Parce que c'est plus un terrain connu. Mais où en Europe, as-tu une place que tu voudrais visiter? Tu sais, que tu disais, moi, j'aimerais ça aller là, j'ai vu ça à la télé ou peu importe. Bien, c'est sûr que, tu sais, Paris est pour moi une ville qui m'attire énormément. Tu sais, dans le métier que j'ai fait, on a souvent chanté Paris, on a les comédies musicales, les choses comme ça. La seule chose, c'est que mon chum est déjà allé pour le travail, donc il a quand même vu Paris, puis il associe ça un peu à un grand rêve qu'il a de pouvoir faire une comédie musicale là-bas. Fait qu'on dirait qu'il veut pas y aller parce qu'il associe ça au travail. Mais moi, je pense qu'il va avec toi, ça va changer. Ça pourrait. Ben oui, c'est sûr. 7 heures de vol. Oui. Et t'es arrivé à Paris, là. C'est sûr. Non, mais Paris. Si tu vas aller à Paris, que ton chum te suive à Paris. Ah, c'est sûr. Là, tu dis, chérie, on s'en va à Paris. Non, mais dans le sens que je comprends qu'elle associe ça au travail, mais c'est aussi une ville d'amoureux. Ah, tellement. Paris, c'est... En tout cas, ben, c'est parce que là, j'aime tellement cette ville-là que ben, tu sais, il y a Paris, il y a l'Italie, il y a l'Espagne. Ouais. Tu sais, pour nous, Marie-Ève Janvier, Jean-François Brault, le fait qu'ils se sont connus pas mal dans les mêmes années que nous. Éric et moi, on s'est connus en faisant de la comédie musicale, Marie puis JF aussi. C'est un peu comme... la projection de notre couple, c'est un peu Marie puis JF, tu sais. Puis eux autres, avec Don Juan, ben, c'est l'Espagne. Fait qu'il y a quelque chose beaucoup aussi de l'Espagne qui m'attire par rapport à ça. Le côté romantique, le côté les danses espagnoles, le romantisme qui est associé à la musique espagnole aussi, les paysages et tout ça. Donc, ça pourrait être Barcelone, ça pourrait être Madrid, ça pourrait être Séville, parce qu'au départ, Roméo et Juliette était une comédie musicale qu'on écoutait en T'es vraiment une romantique. Ah, mon Dieu, je l'ai pas dit tantôt, mais effectivement. T'es romantique. Je suis une amoureuse, une romantique, une passionnée... Vraiment, vraiment, une très grande romantique, oui. Ah oui, c'est que toi, Venise, Rome, tout ça, la Côte-Amalfitaine, en fait, un peu partout. Dieu. Ah ouais. Puis est-ce que t'aimes manger? Oui, j'aime ça. T'es épicurienne je suis vraiment aussi? gourmande. Ah oui, j'ai de la misère à laisser... quand il y a une assiette pleine, j'ai de la misère à... Je peux pas gaspiller. C'est sûr que si je suis vraiment pleine, faut que je m'amène un doggy bag, comme on dit. Tu comprends? Je peux pas. Le gaspillage, je peux pas. Puis j'aime vraiment manger. Hey, mais faut le faire, là. Partir avec un itinéraire, avec un peu de lousse dedans, là. Tu sais? Un peu de... Pas trop... Tu sais, comme juste vous laisser aller, dire hey, ici, on aime ça, on reste 3 jours. Puis, tu sais, juste se laisser aller. Puis, je suis contente que tu dises ça, Marc-Claude, parce que tu me fais penser que parce que je vais dire, j'ai organisé le voyage en Gaspésie, parce qu'en fait, moi, j'organise, je suggère à mon chum, il me dit oui, non. Puis après ça, ben, mais quand on est allé en Gaspésie, là, puis que c'était un 10 jours, puis qu'on dormait
tant de jours à tel endroit, tant de jours à tel endroit, tant de jours à tel endroit. Moi, là, j'avais planifié des activités au quart de tour. Puis à un moment donné, mon chum a pogné les nerfs. Il dit, là, mon amour, il dit, c'est trop. Il dit, c'est qu'en ce moment, là, on est en train de voir le lac aux Américains, là, en Gaspésie. Mais tu es déjà en train de penser que là, il faut se dépêcher parce qu'il faut aller voir la chute sur l'autre sentier. Puis après ça, il faut se dépêcher parce qu'après ça, il faut aller souper là à telle heure. J'ai réservé à telle heure. Je n'étais pas dans le présent du tout, là. C'était essoufflant. Puis j'ai fait, t'as raison. Fait qu'après ça, quand on est allé au Nouveau-Brunswick, ça a été vraiment, vraiment plus smooth. Ça a été plus du genre, on va être vraiment 3 jours là, au lieu de faire une journée là, une journée là, une journée là, on va dormir là. Déposer ses valises. Oui. Puis voici les activités possibles. Oui. Puis on va se lever le matin, on va regarder la météo. Puis selon la météo, puis qu'est-ce qu'on a le goût, on a des options. Puis on fera ce que ça nous tente. Parce que ça fait une grande différence avec notre quotidien qui est tellement planifié. Ouais. Puis moi, un jour, j'ai réalisé que je ne verrais pas tout. Même si je m'en vais en Gaspésie 10 jours, si tu ne feras pas le tour de la Gaspésie en 10 jours, tu fais des choix, puis il faut que tu respires la Gaspésie. Mais peu importe où tu vas, c'est comme ça. C'est pas croyable, Marc-Claude, parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, là, c'est que ça m'amène à dire quelque chose de comment je suis. J'en reviens pas à ce que tu me dis. C'est que moi, dans la vie, si je visite la Gaspésie 10 jours, je veux voir la Gaspésie au complet. Fait que là, c'est ça le problème. C'est que je me dépêche, je veux tout voir. Et je tu veux comprends rien pas manquer. la Gaspésie, tu vois? Parce que la Gaspésie, c'est les Gaspésiens. Ben oui. Fait qu'il faut que tu aies le temps de parler aux gens. Quand tu vas au restaurant, il faut que tu aies le temps de leur parler. Ouais. Si tu vas faire une visite, tu as le temps de leur parler. Ouais. C'est qu'on a tous cette mentalité-là d'aller à quelque part, d'avoir l'impression, tiens, Puis je jour, veux tout voir. tu reviens chez vous, mais qu'est-ce que tu retiens? Tu regardes tes photos, mais qu'est-ce que tu retiens à l'intérieur de... Tu sais, quand on visite, on va dire, ce peuple-là, ces gens-là, j'ai eu un coup de cœur. Moi, je suis allée en Alsace à un moment donné, puis les Alsaciens, j'étais, wow! Tu sais, tu visites un vignoble, ils te jasent pendant 1 heure, 2 heures, tu sais. Ils prennent le temps, puis on prend plus le temps, mais si on avait dit c'est 1 heure, 2 heures, tu sais, tu comprends? C'est pour ça, mais ce que tu dis, la Gaspésie, en 10 jours, il y a tellement de gens, parce que moi, tu sais, ma famille est en Gaspésie, puis j'ai tellement entendu des gens, faites le tour de la Gaspésie en 3 jours. Je suis OK, toi, faites le tour de la Gaspésie en 3 jours, mais t'as pas débarqué de ton char, là. Ben non, toi, c'est juste que t'as vraiment vu beaucoup de choses. Oui. Mais j'aurais voulu voir tout. Puis c'est pour ça que quand je suis en voyage, mais là, je change parce que j'ai eu ma leçon de la Gaspésie, parce que à un moment donné, j'ai dit... Mais si ton chum te l'avait pas dit, est-ce que toi, ça aurait été quand même correct pour toi de dire j'ai cordé des activités pendant 10 jours? Toi, tu aurais été satisfaite de ça? Oui, parce que j'ai eu l'impression de vivre à fond et d'avoir vu plein de choses. Mais je sais que malgré tout, j'aurais quand même eu l'impression de ne pas avoir tout vu. Puis ça m'aurait fait de la peine. Puis c'est pour ça, à ta question, tu sais, le regret, c'est que j'aurais aimé ça commencer d'avance à voyager à travers le monde parce que là, en ce moment, à 40 ans, je sais que j'aurai jamais le temps de faire tous les pays qui existent au monde. Bon, là, ça, c'est ton verre à moitié vide. Là... Bon, là, je vais t'expliquer quelque chose, Caroline. Vas-y. Non, mais c'est parce qu'il n'est jamais trop tard. Ben, je sais. Tu comprends? Parce que là, si tu dis ça à 50 ans, à 60 ans, c'est qu'il faut que tu partes à un moment donné. Ben oui, il faut que j'arrête de le dire et que je le fasse. Ben, c'est ça. Oui, c'est mais c'est-à-dire, quand on le sait qu'il y a quelque chose, puis là, je parle à tout le monde, là, quand on sait qu'il y a quelque chose qui nous habite, puis on dit, j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait, j'ai eu l'occasion. Mais ça reste là. C'est parce qu'il faut y aller. Exact. Fait qu'au lieu de voyager, peut-être que tu aurais commencé à voyager plus jeune, puis tu aurais dit finalement, ça me tente moins. Puis là, peut-être que tu vas commencer plus vieille dans ta vie, puis ça va te tenter plus parce que tu es plus libre. Mais là, regarde, mettons, nous, on a une fenêtre en juin où c'est un petit peu plus tranquille pour nous. Mais là, à cause de toute l'histoire du mariage, que ça fait 3 mois qu'on regarde le lieu, puis que c'est vraiment, on a hâte de setter le lieu parce que, veux pas, on est en compétition, entre guillemets, avec toutes les autres personnes au Québec qui vont se marier en 2026. Fait que quand tu trouves une salle, des fois, il reste 2 dates de disponibles. Fait que là, tu iras pas parce que tu vas te chercher une salle? Non, je veux y aller quand même. C'est juste que là, plus le temps avance, moins je risque d'avoir le temps peut-être de prendre beaucoup de temps pour planifier vraiment un voyage plus complexe avec un itinéraire parce qu'aller en Europe, si t'achètes pas juste un billet, faut... Non, c'est ça, faut que t'aies un minimum. Puis j'ai jamais fait ça de ma vie. Fait que, tu sais, il faut que tu te loues une voiture. Tu sais, on l'a fait quand même aux États-Unis un peu, mais tu sais, tu comprends que c'est plus compliqué. À moins que t'ailles à Paris. À Paris, t'atterris,
Tu peux te louer un petit appartement, quelque chose, puis tu n'as plus besoin de rien, là. Ça serait plus simple. Il y a de la bouffe partout. Il y a les arrondissements. Oui, puis le transport en commun, ça marche. Tu n'as rien à... Oui, ça reste que c'est une ville et non pas... C'est ça, oui, c'est ça. Parce que quand tu as moins de temps, des fois, une ville... Tu sais, comme Barcelone, la mer, la Méditerranée est en plein milieu de la ville de Barcelone. Ouais. Les installations olympiques sont sur le bord de l'eau. Tu sais, Barcelone, tu t'en vas te baigner, puis tu vas manger sur la Rambla. Après, je veux dire... Je vais te conseiller après en voyage. Non, mais c'est parce que c'est toujours important de se demander le temps qu'on a organisé le voyage, notre budget. Et après ça, on fait un voyage en conséquence. Mais tu vois-tu que je vois tout le temps ça comme super gros et compliqué parce que on dirait que j'ai pas tant vécu des grosses choses complexes. C'est ça, mais c'est tellement simple. Tellement simple. Tellement. Ah non, moi, j'aime tellement voyager. Tu me dis ça, mais c'est parce que tu achètes un billet, surtout quand tu as les sous pour le faire, tu achètes le billet. Le lendemain, t'es là, puis tu prends un taxi ou tu prends le métro, puis peu importe, t'arrives au centre-ville, par exemple, de Paris, plus t'as un Airbnb, un hôtel, peu importe, tu t'en vas là, c'est fini, tu déposes ta valise, tu t'en vas marcher, puis tout est à faire. Ce que j'avais pensé aussi, j'ai un ami, mon chef en direct de l'univers, Jason, qui est un très grand ami à mon chum et moi. Il est allé en Irlande parce qu'il est d'origine irlandaise. Puis ça, je trouvais que c'était un voyage qui avait l'air un peu moins complexe parce qu'on dirait que c'est juste de la verdure, c'est des falaises, c'est des châteaux. Puis on dirait qu'il y a comme un chemin. Oui. C'est moins compliqué. Mais ça te prend une voiture, oui. Quand même. Puis il faut conduire à gauche. Mais ça te prend quand même, un chemin, mais ça te prend quand même un petit itinéraire. Quand même, mais peut-être moins complexe qu'en Italie ou en Espagne, peut-être. À cause que c'est un endroit plus vaste. Oui, c'est ça, mais c'est un chemin à l'envers. Ouais. Tu sais, c'est bizarre. Des fois, tu te tournes, ça, il s'en vient sur nous. Ah, ben non, c'est nous qui s'en va. Oui, c'est un. Mais t'as raison, l'Irlande, mais ça dépend, tu sais, qu'est-ce que vous voulez, la ville, la campagne. Ouais. Écoute, on est en train de faire un guide pour les gens. Non, mais c'est vrai parce que c'est plus campagnard, l'Irlande, tu sais, c'est plus, mais c'est exceptionnel. Mais on aime beaucoup les paysages. On est amoureux de paysages, beaucoup. On est moins grande ville. Bon, mais. Par contre, Paris, c'est un incontournable. Non, mais peut-être qu'en plus, vous avez quelqu'un qui est là qui peut vous guider. Ah, mais il faut partir. Il donnera des nouvelles, il faut partir. Faut le faire. Fait que c'est mon regret, mais il n'est jamais trop tard. Oui, puis il faut faire un deuil dans la vie, on ne verra pas tout. On ne lira pas tout, on ne saura pas tout. Ouais. Ça fait qu'il faut prendre ce qui est devant nous. Exactement. Le reste, à plus tard ou à jamais, on ne sait pas. Là, on s'en va ailleurs. Je ne sais pas si elle t'a parlé de ça, de ce niveau-là aussi. On va parler du niveau Eros et compagnie. Oui. Donc, questions sexuelles, sensuelles. Tu m'en donnes 4, s'il te plaît. En passant, j'avais fait ma demande à l'UQAM pour être sexologue. Ah, et j'avais été acceptée. Mais ma passion pour, justement, la musique, le chant, la danse m'a amenée à poursuivre mes études en comédie musicale. Mais sinon, j'ai vraiment une passion pour parler de sexualité. J'ai une grande ouverture par rapport à ça. Puis même mes 25 ans, c'était une soirée sexy que j'avais fait et tout. Donc, ce sont des sujets que j'aime vraiment aborder parce que c'est quelque chose dans l'intimité qui m'intéresse beaucoup chez les gens. Toujours dans la discrétion, tu me racontes ce que tu veux me raconter, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir. Oui, vraiment. Fait que c'est ton niveau. Fait que tu m'en donnes 4, s'il te plaît. Je vais prendre ces 4-là, s'il te plaît. Ah, c'est intéressant. Oui, vraiment. De quelle façon ta vie sexuelle a évolué avec le temps? Mm-hmm. Est-ce facile pour toi d'exprimer tes désirs au sein du couple? Es-tu à l'aise avec la nudité? Quelle place accordes-tu à ta vie intime? On n'en répond qu'à une seule. OK, parfait. Qu'est-ce que je prends? Parce que là, étant avec la même personne depuis 22 ans, l'évolution, elle s'est juste faite d'elle-même. C'est pas comme si je pouvais te raconter des expériences que j'ai eues. Exprimer mes désirs au sein du couple, je t'ai tellement dit à quel point on avait une belle communication que c'est tellement facile pour moi. La nudité puis la place que j'accorde à la vie intime. Tu peux même me picher la dernière. On va la tourner. Oui. Quel rôle joue l'intimité émotionnelle? Je pense que j'en ai parlé aussi beaucoup, le fait qu'on se parle tellement. Je pense que je vais aller avec la nudité. Oui. Est-ce que tu es à l'aise avec la nudité? Je dirais oui et non. En fait, plus jeune, dans des parties un peu fofolle, je me suis déjà mise, par exemple, en brassière, en petite bobette, ou à un moment donné, pour rire, j'avais enlevé ma brassière, puis je m'étais caché les seins juste avec mes mains, donc j'étais presque nue. Donc, j'ai toujours été quand même confortable avec mon corps. Tu sais, je suis confortable et tout.
Mais la nudité en tant que telle au sein de mon couple, je suis à l'aise que mon chum me voit complètement nue. J'ai pas de misère avec ça. Je te dirais que ce qui m'a complexé longtemps et ce qui me complexe encore, c'est le fait d'avoir une petite poitrine. Donc ça, je te dirais que c'est quand même un complexe pour moi parce qu'on dirait que le fait d'être femme, dans mon idéal quand je pense à une femme, c'est la poitrine. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui me complexe et qui fait en sorte peut-être que j'oserais peut-être pas montrer nécessairement davantage cet aspect-là en tant que tel, de la poitrine. En fait, c'est que je serais gênée que les gens me voient nue et bien que pour vrai, sincèrement, mon chum aime beaucoup ma petite poitrine et je trouve que j'ai vraiment des beaux petits seins. Et j'en vois plein d'avantages d'avoir des petits seins. Je pense qu'ils vieillissent bien dans le temps. La gravité fait pas son œuvre à cause qu'ils sont petits. Mais si quelqu'un avait à me voir nue, je pense que je serais gênée de les montrer quand même parce qu'ils sont petits. Et c'est comme si ça m'enlevait de la féminité. J'aurais vraiment aimé avoir une poitrine plus volumineuse parce que je trouve que il y a beaucoup de la sensualité, de la féminité qui passe par les seins et c'est la raison pour laquelle je comprends les femmes. Et là, je veux juste qu'on soit clair, par exemple, c'est pas parce qu'il y a des femmes qui n'ont plus de seins qu'elles ne peuvent pas être sexy et sensuelles. Ça, je veux juste mettre ça au clair parce qu'il y a des gens, je sais, qui se font faire des mastectomies. Il y en a qui décident de garder ils appellent ça une poitrine plate. Je pense qu'ils donnent un nom, qui décident de ne pas aller en reconstruction mammaire. Et il y en a que les seins ne se développent pas aussi. Exactement. Donc, je veux pas dire que les femmes sont moins femmes. Mais toi, mais dans mon regard à moi, pour moi-même, je trouve que si j'avais eu plus de seins, j'aurais été plus désirable, j'aurais été plus sexy et je pense que j'aurais pu être davantage sensuelle dans l'expression de ce que je suis. Fait que je pense que je mise juste sur autre chose. Est-ce que tu as déjà pensé à une augmentation mammaire? Non, parce que je prône beaucoup de s'accepter tel qu'on est. Donc, tu es allée, c'est ça, vers l'acceptation. Ouais. Mais je te dis ça parce que comme ça prenait de la place en toi puis tu te questionnais par rapport à ça, il y a quand même cette possibilité-là. Mais quand je vois, tu sais, comme pour vrai, quand je vois une craque de sein d'une fille, je trouve ça tellement beau. Puis je me dis, mon Dieu, qu'elle est chanceuse. Je trouve ça beau. Puis je la trouve chanceuse. Tu sais, dans le fond, je trouve chanceuse les femmes qui ont plus de seins. Parce que je trouve ça féminin, je trouve ça beau, je trouve ça réellement beau. Le corps d'une femme, je trouve ça vraiment très beau. Puis c'est pas, je n'en ai pas une attirance, je trouve juste ça vraiment très beau. Oui, puis c'est quelque chose que tu aurais voulu. Oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est vraiment toujours dans... Peut-être que j'observe plus ça parce que c'est quelque chose que j'aurais souhaité davantage. Puis je trouve ça plate parce que je retiens plus de mes tantes du côté de mon père que si j'avais retenu de ma mère qui, elle est plus âgée, elle a perdu du poids également avec la maladie, mais elle avait une poitrine généreuse. Puis je trouve ça vraiment beau, une poitrine plus généreuse. Fait que par rapport à la nudité... Je dirais que, tu sais, veux pas, avec ma gang dans Direct de l'Univers, il arrive qu'on se change dans la même loge, tous ensemble, puis j'ai pas de difficulté à me montrer en brassière et tout, mais je serais gênée quand même si les filles voyaient mes seins, même si je les trouve beaux, le fait que c'est moi de la gang qui a les plus petits seins. Mais comment dans ta tête, comment tu vois, comment ils pourraient réagir selon toi? Ils pourraient, en fait, je pense que étant donné que je pense qu'on est chanceuse, les filles qui ont une petite poitrine, en fait, c'est soit qu'il y en a qui s'assument ainsi. Oui. Mais moi, en fait, c'est sûr que mes brassières ont toujours un peu d'aide, un petit pad, un petit quelque chose. Donc, c'est pas représentatif de ma vraie poitrine. Fait que je pense que j'aurais peur que si on voyait ma vraie poitrine, on se dirait « Oh mon Dieu, ils sont beaucoup plus petits que je pensais, puis ils sont vraiment petits. » Tu sais? Puis j'ai l'impression que les gens dans la vie n'ont pas vraiment souvent vu de petites poitrines de leurs yeux, notamment parce que je présume que ce que les gens voient sur... la porn ou les choses comme ça, où il y a eu beaucoup d'années où on prônait les grosses poitrines. Maintenant, on prône peut-être plus mais tu vois, comme les popotins. L'actrice, la comédienne Ève Landry. Oui. Qui a vraiment une petite poitrine. J'en parle parce que je vais te dire pourquoi. Parce qu'on l'a vue nue dans Unité 9. Oui. Et
Puis en même temps, c'est vrai que ça pouvait surprendre. Mais je l'ai reçu à un moment donné dans une émission à Marie-Claude où on parlait de féminité, des seins. Puis elle disait que ça y a pris du temps à accepter d'avoir une poitrine qui était plus petite. Ouais. Et ça a été, à l'époque, c'est aussi dans le regard de son chum qui l'acceptait comme ça. Oui, exact. Et de dire, ben c'est ça et je suis bien avec ça. Puis elle était drôle parce qu'elle dit, maintenant, je suis libre. Ouais, tu sais, elle pensait plus à ça. Fait que même quand elle a accepté de se montrer nue, elle y pensait encore. Puis finalement, elle a fait la paix. Puis j'aimais ça, comment elle en parlait de se libérer de... C'est comme ce... Là, je voudrais pas dire ce qu'elle a pas dit, Ève, mais c'était comme se libérer d'un complexe qui pouvait exister dans le regard des autres. Ben c'est exact. Ben écoute, tu viens de répondre. Parce que dans moi, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve jolie, je les aime, mes seins, et je le sais que dans le regard de mon chum, il les trouve beaux aussi. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est dans les regards des autres, parce qu'on dirait que dans la société, il y a comme quand même un certain... ben pourtant, il y a des gens de toutes sortes de formes, mais on dirait que la société a souvent imposé la poitrine volumineuse pour démontrer de la sensualité, la féminité, que c'était ça qu'on devait avoir. Puis c'est pas pour rien qu'à un moment donné, les femmes se sont faites faire des augmentations mammaires. C'était beaucoup pour le regard envers l'homme, pour le côté désirant, pour lui plaire, mais aussi parce qu'on avait l'impression que on se devait de le faire parce que c'était moins beau ou c'était moins normal ou que c'était moins féminin ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que je comprends les femmes qui se font faire l'ablation des seins, qui souhaitent vraiment en ravoir pour conserver ce côté-là féminin, mais en même temps, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir des seins pour être femme puis pour se sentir désirable. À un moment donné, j'avais animé au CHUM un événement où on parlait de toutes les formes de mastectomie et de reconstruction mammaire. Puis j'ai interviewé plein de spécialistes et beaucoup de femmes qui sont passées par la mastectomie. Et il y en a là-dedans qui n'avaient pas voulu de reconstruction. Puis des fois, elle devait se justifier. Mais tu sais, parce que la reconstruction, tu peux la faire à un certain moment, tout de suite après la mastectomie. Il y en a que tu peux attendre. Mais elle disait, je vais être bien comme ça. Puis il y en a qui disent, je vais être bien. Puis après ça, ils vont vers... Fait que c'est quelque chose qui est... c'est des choix, ça aussi. Oui, totalement. Et c'est la poitrine plate, je pense qu'on dit. Je veux juste être sûre de dire le bon mot parce que j'ai été très sensible à ces femmes-là qui disaient, j'ai une double mastectomie et ça va s'arrêter comme ça. Ouais. Et c'est mon corps. Et c'est beau à quelque part. Tu sais, c'est beau de dire... En fait, je pense que si ça m'arrivait, ce que je ne souhaite pas, bien sûr, je pense que j'abonderais dans le même sens. J'aurais peut-être une brassière, une fausse brassière qui m'en donnerait, mais au final, on dirait que j'aurais l'impression que ce serait un corps étranger, ce serait pas moi, ce serait pas mon histoire. Mais les femmes, on a beaucoup de choix. Tu sais, quand la maladie arrive comme ça, par exemple, si tu apprends que tu as le cancer, mastectomie, est-ce qu'il y a reconstruction ou pas, de quelle forme, à quel moment? Il y a beaucoup de... Mais la médecine est là, par exemple. Tu sais, au moins, il y a des possibilités. Ouais. On peut aller vers là où on veut. Mais je suis quand même curieuse de savoir... Bon, là, tu dis que tu as voulu être sexologue. Oui. C'est quelque chose que tu aurais voulu. Est-ce que tu trouves qu'on parle assez de sexualité avec nos amis, avec les gens, tu sais, avec même ton chum? Parce qu'il y a quand même encore des tabous par rapport à la sexualité, parce qu'on a l'impression que tout va bien dans la vie de tout le monde. Oui. Mais moi, je pense qu'on en parle de plus en plus. En fait, moi, dans ma gang, dans Direct de l'Univers, sans vouloir dire quoi que ce soit, comme sans dévoiler, on parle souvent de sexualité. On en parle souvent. Puis moi, avec mes chums de filles, j'en parle souvent. Puis avec mon chum, on se parle de notre sexualité. On a aimé telle chose, moins telle chose. Qu'est-ce qu'on aurait le goût d'essayer? Donc, je pense, en tout cas, moi, dans mon entourage, je trouve que ça se parle beaucoup. Puis même des fois, ça manque peut-être un peu de discrétion, peut-être, certaines questions. Des fois, même si je suis super ouverte, des fois, je me dis, peut-être que je vais trop loin dans ce que je livre. Puis peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont un petit peu trop loin dans ce qu'ils me livrent, dans le fond. Mais non, je pense qu'on en parle beaucoup et de plus en plus, je pense peut-être que c'est peut-être plus auprès des jeunes que j'aimerais vraiment qu'on en parle davantage. Pour qu'ils comprennent bien. Oui, qu'ils comprennent qu'il y ait les plus. Bons mots, la bonne façon, pas de faire, mais de l'éducation, en fait. Oui.
Vraiment. Puis je suis contente qu'il y a tellement de podcasts maintenant, comme Sexe oral, comme plein d'autres podcasts qui parlent de sexualité. Mais Sexe oral fait tout un travail. Vraiment. Joanie Elisande, parce que le titre, des fois, peut être un peu épeurant. Ouais. Mais c'est sexe oral, veut dire qu'on parle de sexe. Oui, exactement. C'est dans ce sens-là. Puis les tabous sont... Il n'y a pas de tabou. Mais moi, des fois, j'écoute ça, je suis un peu voyeuse, je te dirais. Oui, vraiment. Hein? Ben oui. Des fois, il y a un petit côté voyeur. Oups, là, après ça, il y a un côté, bon, je savais pas ça, on apprend. Existait, oui. Oui, après ça confirme des choses, on se questionne, on se positionne, on se dit, mais voyons, qu'est-ce qu'il raconte là? Et j'adore, moi, quand je suis interpellée comme ça. Dis-moi, est-ce que tu penses votre vie sexuelle, une vie sexuelle saine, est comme... un des ingrédients importants de vos 22 ans de vie commune? Je pense que oui, parce qu'on a tellement des vies où on met de l'avant notre travail que si après ça, on n'a pas ce contact-là intime, ça va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de s'aimer, dans le sens que on aime tellement ce qu'on fait que c'est comme si on se contentait de ça. Mais des fois, on fait comme, tu te rends-tu compte que ça fait tant de mois qu'on n'a pas été manger au resto ensemble puis de prendre du temps ensemble, juste les deux, parce qu'on est heureux dans ce qu'on fait, tu sais. Fait que c'est important. Puis je pense que c'est important aussi de toujours raviver la flamme, de se démontrer qu'on se désire encore. Fait que oui, ce contact-là intime est encore important, je pense. Mais en même temps, ça va aussi à notre rythme. On n'est pas obligé de le faire à une fréquence X ou quoi que ce soit, tu sais. C'est quand on le ressent parce qu'il faut pas s'en obliger non plus. Fait que je trouve qu'il y a vraiment une question de respect, de rythme et tout ça là-dedans. Il y a quelque chose que je trouve beau là, dans ça. Ouais. Dernière question, la question Opto-Réseau. Quand tu regardes l'ensemble de ta vie, qu'est-ce qui te rend fière? En fait, mettons, en date d'aujourd'hui, à 40 ans, je me sens vraiment sur mon X. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de chance là-dedans, de bonnes étoiles, mais en même temps, je sais que j'ai travaillé pour être où ce que je suis et j'ai foncé. Tu sais, je te parlais de mes parents, tout ça tantôt. Moi, je veux quelque chose, je vais foncer pour aller l'avoir. Puis mon chum m'a beaucoup aidé aussi à croire en moi, parce que j'étais très anxieuse. Puis comme je te disais précédemment, j'étais quelqu'un qui se voyait vraiment avec une vie stable, avec un bon salaire, fonds de pension et tout, vraiment comme une vie que mes parents ont eue. Et je pensais que c'est ça qu'il fallait que j'aille. Fait que mon chum m'a vraiment ouvert les horizons, que ça se pouvait une vie en faisant ce qu'on aime. Fait que ce que je suis fière aujourd'hui, c'est de faire vraiment tous les métiers que j'aime. Puis je trouve aussi que je suis une bonne personne, puis je suis fière de la personne que je suis parce que mes parents m'ont vraiment donné des valeurs extraordinaires de générosité, de faire passer les autres avant soi. Ça vient vraiment de mes deux parents. Mes parents sont toujours là pour les autres. Ils font de la soupe. Je retiens de ma mère du fait que si j'ai une amie qui s'en va en voyage, c'est sûr que c'est écrit dans mon agenda la veille. Écrire à Annie pour son voyage, puis là, je la texte. « Bon voyage, mon ami, je vais penser à toi, j'espère que ça va être le fun. » Puis à son retour, je me suis écrit une note de quand est-ce qu'elle est revenue. « T'es revenu, mon ami. » Tu prends ça de tes parents? Ah, vraiment. Là, tu as dit, ils font de la soupe, c'est pour en donner aux autres? Ah oui, c'est pour en donner. Ils en font pour eux, mais ils en font toujours plus, puis ils en donnent pour les autres, tu sais. Ils rendent des services, tu sais. Fait que je suis contente de pouvoir poursuivre ça de ce qu'ils m'ont légué. Je trouve que ce sont vraiment des belles qualités humaines, la générosité, de l'empathie, de penser aux autres. Puis, tu sais, on parlait de sexe oral, justement, de tout ce qui peut se passer dans le domaine de la sexualité. Bien, je suis contente d'être une personne qui juge pas les autres. Oui, on porte tous des jugements, il y a toutes des choses qu'on n'est pas d'accord, mais je suis une personne vraiment ouverte d'esprit. Puis, que tu sois gros, que tu sois moins beau, que tu sois handicapé, que tu aies que tu préfères les hommes, les femmes, que tu dis que t'es ni homme ni femme, que t'es trans, que t'es... Moi, là, je vais te respecter puis tu vas m'intéresser. Tu sais, comme, je trouve qu'on a beaucoup de points communs, toi et moi, Marie-Claude, parce que j'aurais tellement voulu faire un podcast comme le podcast que tu fais. J'aurais voulu y penser puis j'aurais voulu le faire parce que c'est tellement intéressant comment les autres pensent, comment ils vivent, la personnalité,
j'apprends tellement des autres, puis de mes amis, puis de ce que je vois, puis des artistes qui passent à l'émission, justement, en direct de l'univers, des artistes, des gens qui passent à ton podcast. Je me nourris de l'humain. D'où on vient, ça en dit beaucoup. Tellement. Fait que dans le fond, pour répondre à ta question, en ce moment, je suis sur mon X et je ne voudrais pas être ailleurs. Tu sais, si j'ai jamais été aussi bien que dans le moment présent actuel parce que je me sens totalement comblée et accomplie. Je suis fière de ce que je suis heureuse des gens qui m'entourent, je me sens aimée, j'aime et je suis accomplie dans tout ce que je fais. Fait que je suis vraiment chanceuse et heureuse et épanouie. Bien, merci, Caroline. Merci à toi, Marie-Claude. Magnifique rencontre. Ben oui, mais écoute, quel privilège. Alors, je suis sur un nuage. Je te souhaite un grand mariage et un beau voyage. Merci beaucoup. Merci, ma chère. Merci. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.